Je suis Charmaine, 35 ans, et d'une manière ou d'une autre, je suis toujours en train de guérir des blessures que ma famille m'a infligées. En tant que développeuse de logiciels à succès, j'ai échappé à leur toxicité, mais j'ai maintenu un contact occasionnel. Dimanche dernier, ils m'ont invité à un brunch haut de gamme pour rattraper le temps perdu. Entre les mimosas et les toasts à l'avocat, ma mère s'est penchée en avant, avec un sourire narquois. Tu sais, Charmaine, tu as de la chance que nous t'incluions même. La pitié va loin. J'ai simplement siroté mon café et souri. Ce soir-là, je me suis connecté, j'ai désactivé tous les comptes de crédits familiaux, et j'ai envoyé un email à mon avocat au sujet de la vente du chalet. Avant de continuer cette histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à une famille qui a sous-estimé votre valeur. Grandir à Fairfield, Connecticut, signifiait un privilège pour les étrangers. Mais à l'intérieur de notre vaste maison coloniale, la froideur émotionnelle imprégnait chaque recoin. Notre maison de 4 chambres, avec sa pelouse bien entretenue et sa piscine chauffée, était une forteresse d'attente que je ne pouvais jamais tout à fait satisfaire. Ma chambre d'enfance peinte en bleu pâle à l'insistance de ma mère, Hélène, malgré ma préférence pour le vert, est devenue mon sanctuaire et ma prison. De l'école élémentaire au lycée, j'ai maintenu des appartous, rejoint des sociétés d'honneur, et essayé désespérément de gagner une fraction des éloges qu'elle prodiguait à ma jeune sœur, Monique. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce brunch explosif du dimanche, et pourquoi j'avais le pouvoir légal et numérique de tout leur prendre absolument avec quelques frappes au clavier, je dois vous ramener exactement 48 heures en arrière. Le véritable catalyseur de ma vengeance a commencé un vendredi matin avec une simple faveur. Ma voiture, un véhicule fiable que j'ai acheté avec mon propre salaire de technicienne, était au garage pour un alternateur défectueux. Habituellement, cela n'aurait pas été un problème. Je travaille de chez moi et j'apprécie le calme. Mais ce matin-là, ma grand-mère de 78 ans, Nana Ruby, m'a appelé. Elle devait aller à l'hôpital. Nana Ruby était la seule personne dans notre famille qui m'avait jamais vu comme un être humain, pas juste un accessoire pour les photos de famille. Pendant que mes parents paradaient Monique comme un poney primé, Nana Ruby s'asseyait avec moi sur le porche pour m'apprendre à jouer aux échecs et me dire que mon esprit vif serait ma plus grande arme. Donc quand elle a demandé un trajet, je n'ai pas hésité. Je lui ai dit que je trouverais une solution. J'avais juste besoin d'emprunter un véhicule. Je savais que ma mère Hélène et Monique étaient déjà sorties. Elles avaient une réservation fixe le vendredi matin au Country Club, un rituel hebdomadaire de commérage et de dépenses d'argent qu'elles n'avaient pas réellement gagné. J'ai pensé qu'elles pouvaient passer, déposer l'un de leurs véhicules de luxe, et je pouvais emmener Nana à son rendez-vous. J'ai composé le numéro de ma mère. Ça a sonné 4 fois avant que quelqu'un décroche, mais ce n'était pas ma mère. C'était Bryce, le mari de Monique. Bryce est un gars de la finance qui porte des gilets chers en été et adore plus que tout s'écouter parler. En tant qu'homme blanc épousant une famille noire riche, il portait toujours ce complexe insupportable et arrogant de sauveur. Il a répondu au téléphone avec un rire bruyant et odieux. Eh bien, si ce n'est pas le génie tech de la famille, a-t-il crié par-dessus le tintement des flûtes à champagne en arrière-plan. Qu'est-ce que tu veux, Charmaine? Nous célébrons la clôture de notre nouvelle propriété de vacances. J'ai pris une profonde inspiration, refoulant l'irritation immédiate que sa voix provoquait toujours. J'ai expliqué la situation calmement. Je lui ai dit que ma voiture était au garage et que j'avais besoin d'emprunter l'une de leurs voitures pendant seulement 2 heures pour emmener Nana Ruby à l'hôpital. Bryce a ricané. Le son était si fort qu'il a vibré à travers le haut-parleur du téléphone. Charmaine, tu es une développeuse logicielle senior. Tu gagnes 6 chiffres. Comment se fait-il que tu n'aies pas de plan de transport de secours? C'est de la gestion des risques de base. Tu ne peux pas simplement nous appeler pendant notre célébration à cause de ta mauvaise planification. J'ai serré mon téléphone plus fort, mes articulations devenant blanches. J'ai dit à Bryce que ce n'était pas une question de gestion des risques, mais que Nana Ruby avait besoin d'aller à l'hôpital. Il a gloussé d'un son condescendant qui a fait bouillir mon sang. Mets-la simplement dans un taxi, Charmaine, a-t-il dit en se moquant. Ce n'est pas si difficile. Tiens, parle à ta mère. Il y a eu un peu de remue-ménage et puis la voix aiguë et impatiente de ma mère est passée dans le récepteur. Charmaine, quel est le problème maintenant? Tu nous interromps. Je l'ai expliqué à nouveau,
gardant ma voix stable malgré la colère qui montait dans ma poitrine. J'ai dit, « Maman, ma voiture est au garage. Nana a besoin d'aller à l'hôpital. Est-ce que toi ou Monique pouvez simplement déposer une voiture? Ça vous prendra 20 minutes. » Ma mère a soupiré bruyamment. Une expiration dramatique conçue pour me faire sentir comme le plus grand fardeau de la planète. Charmaine, franchement, a-t-elle claqué. Tu agis toujours comme si tu étais si indépendante. Tu adores jouer la femme noire forte de la famille, n'est-ce pas? Celle qui n'a besoin de personne. Celle qui est partie et a obtenu le boulot corporate chic. Eh bien, sois indépendante maintenant. Débrouille-toi toute seule. Nous sommes occupés. Ne gâche pas notre journée avec ton manque de préparation. Maman, c'est ta mère. Je lui ai rappelé, ma voix craquant en fin de disbelief. Elle a besoin d'un médecin. Elle va bien. Hélène a rejeté froidement. Elle se plaint toujours de quelque chose. Appelle un taxi. Ce n'est pas notre problème. Et puis elle a raccroché. Un clic sec suivi par la tonalité morte. Je suis resté dans mon salon, le téléphone encore pressé contre mon oreille, sentant une vague familière de rejet me submerger. C'était exactement la même froideur que j'avais ressentie dans cette chambre bleu pâle en grandissant. Ils s'en fichaient. Ils se fichaient vraiment de la femme qui les avait aidés à grandir. J'ai lentement baissé le téléphone. Nana Ruby était assise sur mon canapé, entièrement habillée dans ses plus beaux atours du dimanche, ses mains reposant sur sa canne en bois poli. Je me suis préparé à lui annoncer la nouvelle pour essayer d'adoucir le choc de l'indifférence cruelle de sa propre fille. Mais quand j'ai regardé Nana Ruby, elle ne pleurait pas. Elle n'était pas contrariée. Son visage était complètement calme, et ses yeux sombres étaient vifs, calculateurs, et entièrement vides de surprise. Elle a plongé dans son sac en cuir et a sorti son vieux téléphone à clapet argenté. Un lent sourire glacial s'est étendu sur son visage ridé. Elle a ouvert le téléphone et composé un numéro de mémoire. Elle ne m'a même pas regardé en le tenant à son oreille. La ligne s'est connectée. Maître Davis, a dit Nana Ruby d'une voix plus forte et plus claire que je ne l'avais entendue depuis des années. Ils ont échoué au test final. Chacun d'entre eux. C'est l'heure. Active la clause de coucher de soleil. Elle a refermé le téléphone à clapet d'un coup sec et a levé les yeux vers moi. Appelle un service de voiture noire premium, Charmaine, m'a-t-elle ordonné, son ton passant soudain d'une grand-mère fragile à une dirigeante autoritaire. Nous allons à l'hôpital, mais pas pour la raison qu'ils pensent, et d'ici lundi matin, ta mère, ta sœur et cet arrogant mari à elles vont tout perdre absolument. J'ai demandé le service de voiture noire premium via une application sur mon téléphone, gardant mes mains aussi stables que possible. En moins de 15 minutes, un Lincoln Navigator noir impeccable s'est arrêté dans mon allée. Le chauffeur, un homme professionnel en costume sombre, est rapidement sorti et a ouvert la lourde porte pour Nana Ruby. Elle s'est glissée dans le siège en cuir moelleux avec la grâce sans effort d'une reine montant sur son trône. Je suis monté juste à côté d'elle, encore complètement perplexe face à son changement soudain d'attitude. Alors que les lourdes portes de la voiture se fermaient, nous enfermant dans un luxe silencieux, j'ai regardé ma grand-mère. Elle regardait droit devant elle, sa posture parfaite, ses mains reposant calmement sur ses genoux. Je lui ai demandé doucement où nous allions vraiment. Elle a simplement tapoté mon genou et a ordonné au chauffeur de se diriger vers le quartier de West Pass Ferry. Cela n'avait absolument aucun sens pour moi. La salle des urgences principales de l'hôpital était située en centre-ville. West Pass Ferry était une zone aisée connue pour ses vastes domaines et ses cliniques médicales privées hautement exclusives. J'ai décidé de rester silencieuse, faisant confiance à la femme qui avait toujours été ma seule véritable protectrice dans notre famille. Le grand véhicule a glissé en douceur à travers la circulation de fin de matinée, s'éloignant de plus en plus du country club où ma mère et ma sœur sirotaient sans doute leur mimosa cher, complètement indifférentes à la grand-mère qu'elles venaient juste d'abandonner si froidement. J'ai pensé à Bryce faisant tournoyer son champagne, se moquant de ma supposée mauvaise gestion des risques. Ils avaient complètement ignoré la femme qui leur avait donné leur fondation. Ils supposaient qu'elle n'était qu'un fardeau fragile et impuissant. Ils étaient tellement aveuglés par leur propre arrogance qu'ils ne pouvaient pas voir la tempête silencieuse qui se rassemblait juste sous leur nez. Nous sommes bientôt arrivés devant un bâtiment moderne discret caché en sécurité derrière une rangée de chênes anciens. Il n'y avait aucun panneau d'urgence rouge clignotant nulle part.
Il n'y avait pas d'ambulance passant en trombe. Il y avait juste une plaque en laiton hautement polie près de l'entrée qui indiquait l'Institut Sterling pour la santé cognitive. Mon estomac s'est immédiatement serré en un nœud dur. J'ai aidé Nana à sortir soigneusement du véhicule de luxe, mon esprit courant avec une douzaine de possibilités terrifiantes. Pourquoi arrivions-nous à un centre de santé cognitive? Avait-elle secrètement caché un diagnostic médical de moi? Perdait-elle vraiment la mémoire et essayait-elle de le gérer en privé? En marchant à travers les portes vitrées automatiques lisses, je m'attendais pleinement à sentir l'odeur âcre d'alcool à friction et d'eau de javel, mais le hall sentait légèrement la lavande et le linge frais. Une réceptionniste bien habillée a salué Nana Ruby chaleureusement par son prénom, comme si elle l'attendait toute la matinée, et nous a immédiatement escortés vers un ascenseur de sécurité privé. J'ai chuchoté à Nana alors que les portes se fermaient, la suppliant de me dire ce qui se passait et en lui demandant si elle était malade. Elle s'est arrêtée juste devant les portes miroirs de l'ascenseur, a tourné la tête vers moi, et m'a donné un regard si perçant qu'il a temporairement arrêté le souffle dans mes poumons. Elle m'a dit fermement qu'elle était en meilleure santé qu'un cheval et que son esprit était plus tranchant qu'un diamant. Elle a expliqué que ma mère et cet arrogant mari de ma sœur avaient parié sur exactement le contraire. Elle m'a promis qu'aujourd'hui nous allions construire un mur impénétrable de preuves légales. Nous sommes sortis de l'ascenseur privé et avons été conduits le long d'un couloir calme dans un bureau spacieux ensoleillé. Derrière un immense bureau en acajou était assis le docteur Iris, un homme à l'apparence distinguée avec des cheveux argentés et un regard gentil mais profondément analytique. Il s'est levé immédiatement et a serré la main de Nana Ruby avec un profond respect avant de me saluer poliment d'un signe de tête. Dans le coin éloigné de la pièce, montée en sécurité sur un trépied en métal élégant, se trouvait une caméra vidéo haute définition. Une petite lumière rouge clignotait régulièrement, indiquant que l'appareil enregistrait déjà chacun de nos mouvements. Le docteur Iris m'a expliqué patiemment la procédure à venir. Il a déclaré qu'il menait une évaluation rigoureuse et indépendamment vérifiée de la compétence mentale. Ce n'était pas un contrôle de routine standard. C'était une évaluation psychiatrique et cognitive de niveau médico-légal spécifiquement conçue pour tenir sous un examen extrême dans les plus hautes cours de justice. J'ai pris place dans un fauteuil en cuir confortable, regardant dans un émerveillement absolu l'évaluation commencer officiellement. Le docteur Iris ne lui a pas posé de simples questions sur quel jour de la semaine c'était ou qui était le président actuel. Il lui a demandé de résoudre mentalement des équations mathématiques hautement complexes. Il a présenté des scénarios financiers hypothétiques complexes impliquant la dépréciation de biens immobiliers commerciaux et des responsabilités fiscales, lui demandant de naviguer rapidement vers la meilleure action possible. Nana Ruby a répondu à chaque question sans faille sans un moment d'hésitation. Elle a rappelé des dates d'acquisition de propriétés spécifiques datant de 40 ans avec une précision parfaite. Elle a décomposé les taux d'intérêt nationaux actuels et expliqué exactement comment ils affectaient négativement les valeurs du marché des propriétés commerciales. Elle a même ajouté une remarque hautement sarcastique sur la façon dont Bryce calculait toujours mal ses projections corporatives trimestrielles parce qu'il s'appuyait entièrement trop sur les tendances de marché à court terme au lieu de se concentrer sur la rétention d'actifs à long terme. J'étais assise là dans le fauteuil en cuir complètement fascinée. Ma grand-mère n'était pas seulement saine d'esprit. Elle possédait un brillant financier qui mettait facilement mon propre esprit d'ingénieur logiciel senior à l'épreuve. Après près d'une heure entière de questions impitoyables et rigoureuses, le docteur Iris a souri chaleureusement et a posé son stylo argenté. Il a regardé directement dans l'objectif de la caméra d'enregistrement et a déclaré clairement pour le dossier médical officiel que Ruby fonctionnait dans le top 1% de la conscience cognitive pour son groupe d'âge respectif. Il l'a officiellement déclarée pleinement compétente et entièrement capable de prendre des décisions légales, médicales et financières unilatérales complètement indépendantes sans aucun besoin de tutelle familiale ou de surveillance externe. Il a attrapé un tampon en caoutchouc lourd et a marqué une épaisse pile de documents médicaux et légaux, signant son nom en bas avec un geste lourd et délibéré. L'immense vague de soulagement qui m'a submergé a rapidement été remplacée par une curiosité brûlante. Si elle était vraiment aussi vive et consciente, pourquoi avions-nous désespérément besoin de cette preuve en fer ce jour-là? Avant que je puisse même formuler la question à voix haute, la lourde porte en chêne du bureau s'est ouverte avec un clic. Un homme grand et impeccablement habillé est entré en douceur dans la pièce. Il portait un costume bleu marine sur mesure qui criait silencieusement l'argent ancien, et il portait une énorme mallette en cuir usé qui semblait assez lourde pour contenir des secrets d'État gouvernementaux. Je l'ai vaguement reconnu de souvenirs d'enfance depuis longtemps enterrés. C'était Maître Davis, l'avocat notoirement agressif en qui mon grand-père avait confiance de sa vie avant de mourir.
Il n'a pas regardé le docteur Iris, ni offert un salut poli et amical à quiconque dans la pièce. Il est passé directement devant la caméra vidéo clignotante, a placé sa lourde mallette directement sur le bureau en acajou, et a baissé les yeux vers ma grand-mère. Il a fait sauter les doubles serrures en laiton de la mallette. Le clic métallique sec a résonné bruyamment dans la pièce calme. Il a tourné son regard froid et professionnel vers moi, son expression entièrement indéchiffrable, puis a regardé à nouveau ma grand-mère. Il est temps de montrer les vrais livres à Charmaine, Ruby. Maître Davis a plongé dans les profondeurs de sa mallette en cuir usé et a sorti 3 énormes classeurs noirs, les posant avec un bruit sourd-lourd sur le bureau en acajou poli. Je me suis penché en avant, mes yeux scannant les lettres dorées en relief sur les épaisses tranches. Il portait le nom Ruby Holdings Enterprise. J'ai regardé ma grand-mère complètement confuse. Aussi loin que je me souvienne, ma famille avait traité Nana Ruby comme un cas de charité encombrant. Ma mère, Hélène, se plaignait constamment du coût des médicaments sur ordonnance de Nana, et Bryce faisait fréquemment des remarques arrogantes et moqueuses sur la façon dont sa maigre pension d'État suffisait à peine à couvrir ses courses hebdomadaires. Maître Davis a ouvert le premier lourd classeur et a glissé une épaisse pile de relevés financiers audités vers moi. Il m'a ordonné de regarder de très près les déclarations fiscales corporatives et les signatures de garants cachés. À cause de mon background en développement de logiciels, spécifiquement en construisant des systèmes de données financières sécurisés et des algorithmes de grands livres complexes pour de grandes banques nationales. Je savais exactement comment lire et interpréter les feuilles de grands livres corporatifs de haut niveau et les déclarations fiscales commerciales. J'ai fixé les rangées denses de chiffres imprimés sur le papier blanc craquant, et ma mâchoire a pratiquement touché le sol. Les documents légaux certifiés révélaient que Nana Ruby ne vivait pas du tout d'un revenu fixe. Elle était la seule propriétaire silencieuse d'un immense empire immobilier commercial étendu à travers le Connecticut, le Massachusetts et New York. Le portefeuille total estimé était évalué à plus de 45 millions de dollars. J'ai cligné rapidement des yeux en essayant de traiter l'ampleur pure de la réalité financière que je voyais. J'ai tourné la page suivante puis la suivante, mes mains commençant à trembler légèrement alors que la vérité dévastatrice de la richesse complètement fictive de ma famille venait enfin au jour. Bryce se vantait toujours bruyamment de sa firme de biens immobiliers de luxe hautement réussie, agissant comme s'il était un génie de Wall Street brillant et autodidacte qui s'était élevé par ses propres moyens. Mais juste là en noir et blanc était la preuve indéniable que toute sa firme était entièrement financée par une ligne de crédit revolving massive de 5 millions de dollars garantie uniquement par Nana Ruby. Si elle décidait un jour de retirer son soutien, toute son entreprise s'effondrerait instantanément sous une montagne insurmontable de dettes corporatives. Et les découvertes écœurantes ne se sont pas arrêtées là. J'ai creusé avidement dans le classeur suivant et trouvé les dossiers financiers détaillés pour la boutique de détail haut de gamme de Monique. C'était exactement le même magasin qu'elle me frottait constamment au visage lors des rassemblements familiaux, l'utilisant comme preuve définitive de son acumène commercial supérieur et de son goût sophistiqué. Le grand livre montrait que la boutique fonctionnait avec une perte catastrophique massive chaque trimestre pour les 4 dernières années. La seule raison pour laquelle les portes en verre restaient ouvertes et l'inventaire restait approvisionné était parce que la société holding de Nana Ruby couvrait discrètement le loyer commercial exorbitant et la paie mensuelle des employés. Même le style de vie de luxe extravagant de ma mère, les adhésions au country club élite, la piscine chauffée, les manucures chères, le SUV Mercedes le moins qu'elle conduisait à ses brunchs du dimanche. Tout cela était directement lié à des comptes de crédit revolving secrètement garantis et payés par ma grand-mère. Ils vivaient tous un mensonge spectaculaire pathétique. Ma mère et ma sœur me traitaient constamment comme une paria embarrassante parce que je travaillais un emploi tech corporatif normal et conduisais une voiture pratique et abordable pendant qu'elles paradaient dans des vêtements de créateurs importés financés entièrement par la femme âgée qu'elle venait juste de refuser d'emmener à l'hôpital. Elles voyaient Nana Ruby comme une nuisance ennuyeuse à ignorer ou à moquer sauf si elles avaient désespérément besoin de sa signature sur encore une autre extension de prêt d'urgence. Une vague profonde et écœurante de dégoût pur m'a submergé. J'ai levé les yeux vers ma grand-mère, qui observait attentivement mon visage avec un regard calme et stable. Je lui ai demandé d'une voix calme pourquoi elle les avait laissés l'utiliser et l'exploiter comme ça pendant tant d'années. Nana Ruby a soupiré profondément, pliant ses mains délicates sur ses genoux. Elle a expliqué qu'elle avait fait une promesse solennelle à mon grand-père peu avant sa mort pour s'assurer que la famille soit toujours prise en charge et protégée de la ruine financière. Elle pensait sincèrement que leur fournir une sécurité financière totale leur donnerait la liberté ultime de construire leur propre vie indépendante réussie.
mais au lieu de cela sa générosité silencieuse les avait transformés en parasites paresseux et titrés qui manquaient de tout caractère moral réel ou de décence humaine basique. Elle m'a dit que leur refus cruel de l'aider ce matin était la dernière pièce de preuve dont elle avait jamais eu besoin. Ils avaient montré leur vraie couleur sans aucun masque ou prétention, et elle en avait entièrement fini de porter leur poids mort. Maître Davis s'est éclairci la gorge bruyamment, brisant le lourd silence dans la pièce, et a sorti une pile fraîche de documents légaux imprimés sur un papier de sécurité à filigrane lourd. Il a déclaré fermement que le temps de la générosité familiale aveugle était officiellement terminé. Il a placé un stylo plume en or massif sur le bureau à côté des papiers. Il a expliqué que ces documents spécifiques établiraient légalement une nouvelle fiducie irrévocable. Une fois les signatures apposées à l'encre, la fiducie ne pourrait jamais être modifiée, brisée, contestée ou contestée par quiconque dans la famille, peu importe quels avocats hautement payés ils essayaient d'engager. Tous les actifs massifs, les propriétés commerciales, les réserves de liquidité, les lignes de crédit et les sociétés holding d'entreprise seraient immédiatement transférés complètement hors de Ruby Holdings Enterprise et directement dans la nouvelle fiducie privée formée. J'ai demandé au docteur Iris et à Maître Davis qui exactement gérerait cette puissante nouvelle entité. Maître Davis m'a regardé droit dans les yeux et a dit que ce serait moi qui prendrais le relais. Nana Ruby a hoché la tête en accord ferme. Elle m'a dit que j'étais la seule personne dans toute la famille qui avait jamais construit une vie stable avec mes propres mains et mon propre intellect. J'étais la seule qui se présentait quand elle appelait sans jamais demander ce qu'il y avait dedans pour moi ou calculer mon propre gain personnel. Elle a déclaré qu'à compter de maintenant, j'étais officiellement nommée la seule fiduciaire active et la directrice générale de tout l'empire de 45 millions de dollars. Ma mère, ma sœur et Bryce étaient complètement et définitivement coupés. Ils ne recevraient pas un seul centime de la succession plus jamais. J'ai fixé le stylo en or massif reposant sur le bureau, mon cœur battant agressivement contre mes côtes comme un oiseau piégé. Le poids lourd pur de ce que cette manœuvre légale signifiait s'est abattu sur moi dans une vague glorieuse. Prendre le contrôle absolu de cette fiducie irrévocable ne signifiait pas juste que j'étais soudainement riche au-delà de mes rêves les plus fous. Cela signifiait que je détenais le pouvoir légal absolu et inflexible de démanteler l'existence fictive entière de ma famille toxique. Je pouvais complètement dépouiller Bryce de sa façade corporative arrogante avec un seul appel à la banque. Je pouvais fermer définitivement la boutique de vanité en échec de Monique. Je pouvais rapidement enlever les véhicules de luxe et les adhésions au country club élite que ma mère valorisait tellement plus que sa propre chair et son sang. Nana Ruby a calmement tendu la main par-dessus le bureau et a pris le stylo en or. Sa main n'a pas tremblé ni vacillé pendant une seule seconde alors qu'elle signait confiant son nom sur la ligne pointillée, transférant officiellement tout le travail de sa vie sous mon contrôle absolu. Maître Davis a soigneusement tamponné les documents avec un sceau en laiton lourd, rendant le transfert financier massif légalement contraignant et entièrement permanent. Nana Ruby m'a tendu le stylo en or chaud et a souri doucement. Elle m'a dit que c'était mon tour de signer les papiers et de reprendre mon pouvoir. Alors que l'encre sombre coulait en douceur sur le papier, scellant le destin inévitable de la famille qui m'avait moqué et abandonné sans relâche, je savais que lundi matin apporterait une tempête catastrophique pour laquelle il n'aurait jamais pu se préparer. Maître Davis a soigneusement glissé les documents de fiducie irrévocables nouvellement signés dans des dossiers protecteurs épais avant de les remettre dans sa mallette en cuir battu. Il a ensuite plongé dans la poche intérieure de sa veste de costume sur mesure et a sorti une petite enveloppe scellée. Il me l'a tendue directement, déclarant qu'elle contenait les identifiants d'accès administratif maître, les jetons de sécurité bancaire et les numéros de routage numérique primaire pour chaque compte, maintenant fermement sous mon contrôle légal. Je n'ai pas perdu une seule seconde. J'ai sorti mon ordinateur portable de travail sécurisé de mon sac fourre-tout et l'ai placé sur le bureau en acajou juste à côté du stylo plume en or. En tant que développeuse logicielle senior spécialisée dans la sécurité des données financières et les algorithmes de grands livres cryptés, je savais exactement comment naviguer dans les portails bancaires complexes avec une efficacité impitoyable. J'ai démarré ma machine connectée au réseau crypté de la clinique médicale et tapé les identifiants maîtres. Le tableau de bord numérique de Ruby Holdings Enterprise a illuminé l'écran de mon ordinateur portable. C'était une toile étendue de comptes commerciaux, de lignes de crédit et d'historique de routage. J'ai commencé à exécuter un diagnostic médico-légal standard traçant le flux de capital sur les 36 derniers mois. Les résultats initiaux n'étaient pas juste mauvais. Ils étaient entièrement criminels. J'ai commencé par Bryce et sa firme de biens immobiliers de luxe soi-disant élite. J'ai isolé ses paiements fournisseurs primaires et immédiatement remarqué un schéma hautement suspect.
Bryce avait facturé systématiquement la société holding de ma grand-mère pour d'énormes rénovations de construction et des frais de gestion de propriété. Mais quand j'ai recoupé les numéros d'identification fiscale de ces entrepreneurs indépendants listés, j'ai découvert qu'ils étaient des sociétés écrans complètement fictives enregistrées auprès d'un service d'agents enregistrés au Delaware. Ils facturaient systématiquement en double la succession pour des réparations fantômes et canalisaient l'excédent de capital directement dans un compte offshore privé. Bryce n'était pas un gars de la finance brillant. C'était un voleur ordinaire, portant un gilet sur mesure, détournant des centaines de milliers de dollars de la grand-mère qu'il avait moqué plus tôt ce matin même. J'ai senti ma mâchoire se serrer alors que je dirigeais mon attention vers Monique et sa boutique de détail en échec. Le saignement financier l'a été entièrement différent, mais tout aussi exaspérant. Monique n'était pas juste une mauvaise propriétaire d'entreprise qui ne pouvait pas faire de profit. Elle utilisait activement le compte d'entreprise comme sa propre tirelire illimitée personnelle. J'ai cliqué à travers des mois de reçus numériques et vu d'énormes charges pour des vacances de luxe à Saint-Barthélemy, des suites d'hôtels 5 étoiles et des billets d'avion en première classe, tous classés frauduleusement comme des voyages d'approvisionnement fournisseurs internationaux. Elle imputait des sacs à main de créateurs à 50 000 $ et les marquait comme inventaire de magasin, même si elles allaient directement dans son placard privé. Elle portait littéralement l'argent pour lequel mon grand-père avait saigné, et elle avait l'audace absolue de me traiter comme une paysanne pathétique à chaque rassemblement familial. Enfin, j'ai ouvert le grand livre lié à ma mère, Hélène. J'ai trouvé un transfert automatisé récurrent étiqueté comme un salaire de gestion de propriété exécutive. Chaque mois le premier jour du mois, une somme massive d'argent était virée directement sur son compte courant personnel. Ma mère n'avait jamais géré une seule propriété de toute sa vie. Ses seules compétences discernables étaient les commérages au country club et me faire sentir comme une déception profonde. Ce transfert mensuel finançait la piscine chauffée, la pelouse bien entretenue et la chambre bleu pâle qui avait toujours semblé une prison. J'ai tourné l'écran de l'ordinateur portable vers Nana Ruby pour qu'elle puisse voir les colonnes brillantes de chiffres rouges. J'ai pointé les fausses factures de construction, les vacances de luxe frauduleuses et le salaire exécutif non mérité. Je lui ai demandé d'une voix complètement stable si elle était prête pour que j'arrête le saignement une fois pour toutes. Nana Ruby a regardé l'écran pendant un long moment silencieux. Les dernières traces de toute indulgence maternelle ont entièrement disparu de ses yeux. Elle m'a donné un seul hochement de tête ferme et m'a dit de brûler leur ligne de vie jusqu'au sol. Mes doigts ont volé sur le clavier avec un objectif focalisé singulier. J'ai navigué vers le portail central de gestion de crédit et mis en évidence chaque carte noire secondaire émise à Monique, Hélène et Bryce. Avec une lourde pression sur la touche Entrée, je les ai toutes gelées, changeant instantanément leur statut en suspendu définitivement en raison d'une activité frauduleuse suspectée. Ensuite, j'ai accédé au hub bancaire commercial. J'ai initié une dérogation légale directe, révoquant complètement le statut de garant de la société holding sur tous les prêts corporatifs de Bryce. Sans le portefeuille massif de 45 millions de dollars de ma grand-mère soutenant sa firme, ces prêteurs commerciaux déclencheraient automatiquement des protocoles de défaut immédiat d'ici le prochain jour ouvrable. Enfin, je suis allé dans le système de chambre de compensation automatisé et supprimé définitivement le transfert de salaire mensuel récurrent qui finançait le style de vie du country club de ma mère. En moins de 20 minutes, j'avais complètement démantelé l'infrastructure financière de ma famille toxique. J'ai fermé mon ordinateur portable avec un clic satisfaisant. Maître Davis a hoché la tête en approbation silencieuse, et le docteur Iris nous a offert un sourire chaleureux et validant alors que nous nous levions enfin pour quitter le bureau. La voiture noire attendait toujours dehors à l'ombre des grands chênes. Le chauffeur a ouvert respectueusement les portes et nous sommes remontés dans le luxe silencieux de l'intérieur en cuir. J'ai dit au chauffeur de nous emmener à ma maison. Le trajet de retour était complètement silencieux, mais c'était un silence paisible et confortable. Nous n'étions plus des victimes attendant des miettes d'affection de personnes incapables d'en donner. Quand nous sommes enfin arrivés à ma maison modeste et calme, j'ai aidé Nana à l'intérieur, et nous avons commandé notre plat thaï épicé préféré à emporter. Nous nous sommes assis sur mon canapé confortable, avons mangé nos nouilles directement des contenants en carton, et avons regardé un vieux film mystère classique en noir et blanc. Quand le film s'est terminé, j'ai bordé Nana dans ma chambre d'amis de rechange, tirant la lourde couette chaude jusqu'à ses épaules. Elle s'est endormie presque instantanément, un doux sourire paisible reposant sur son visage. Je suis allé dans ma propre chambre et me suis allongé, fixant le plafond. Quelque part à travers la ville, ma mère,
ma sœur et mon beau-frère dormaient probablement les effets de leur champagne cher du country club, entièrement inconscients du fait que leur empire entier de mensonges venait d'être légalement et définitivement effacé. Le lundi matin arrivait, et le massacre financier serait absolu. Le soleil matinal filtrait à travers les stores de ma chambre, me tirant du sommeil le plus profond et le plus reposant que j'avais connu depuis des années. J'ai étiré mes bras et me suis retourné, tendant la main vers mon téléphone sur la table de nuit. L'écran s'est allumé instantanément, révélant une cascade chaotique de notifications. Il y avait exactement 53 appels manqués. Les messages textes étaient empilés si haut qu'ils se brouillaient dans une panique numérique frénétique. Je me suis assise contre mes oreillers et lentement fait défiler les décombres, sirotant les larmes imaginaires de ma famille. La première salve de messages venait de mon Nick. Ils ont commencé à arriver vers 8 heures du matin, juste quand ses magasins de luxe préférés ouvraient leurs portes. Son premier texto était juste une question confuse demandant si je savais pourquoi l'application bancaire était en panne. 10 minutes plus tard, le ton a violemment changé. Elle a envoyé un paragraphe furieux expliquant qu'elle se tenait au comptoir d'une boutique Chanel et que sa carte de crédit premium venait d'être humiliée et refusée devant plusieurs autres clients riches. Elle a exigé que je répare le glitch technique que j'avais causé. Vers 9 heures, ses textos avaient dégénéré en pure hystérie, affirmant que ses comptes commerciaux étaient complètement gelés et que ses fournisseurs menaçaient d'annuler leurs expéditions. Puis j'ai ouvert les messages de Bryce. Ces textos ne contenaient pas une once de son arrogance habituelle de gars de la finance. Ils étaient frénétiques et complètement déchaînés. Il a exigé que je décroche le téléphone immédiatement, m'appelant une psycho et m'accusant de pirater son pare-feu corporatif. Il a tapé furieusement que tout son compte de paie avait été gelé par le département de prêt commercial et que ses chefs de projet menaçaient de quitter les chantiers de construction. Il a menacé d'appeler la police, le FBI et tous les avocats de l'État si je ne levais pas le blocage numérique dans les 5 minutes. Enfin, il y avait les messages vocaux de ma mère, Hélène. Je n'ai même pas pris la peine d'écouter ses drames de taille ou ses voyages de culpabilité toxique. Je les ai simplement tous supprimés d'un seul balayage de mon pouce. Pendant 35 ans, ces gens m'avaient traité comme si j'étais complètement invisible sauf s'ils avaient besoin d'une faveur technique ou de quelqu'un à rabaisser. Maintenant ils suffoquaient sous le poids lourd de leur propre incompétence financière, et je n'allais pas leur jeter une seule bouée de sauvetage. J'ai jeté mon téléphone sur le lit et suis entré dans ma salle de bain. J'ai pris une longue douche chaude, lavant toute trace persistante de culpabilité d'enfance. Quand je suis entré dans mon placard walk-in, j'ai contourné mes vêtements de travail de chez moi habituels confortables. Aujourd'hui n'était pas un jour pour se fondre. Aujourd'hui était un jour d'autorité absolue. J'ai attrapé un costume de créateur vert émeraude tranchant et impeccablement taillé. Je l'avais acheté l'année dernière avec mon propre bonus tech annuel durement gagné. C'était exactement la nuance de vert que j'avais supplié petite fille quand ma mère m'avait forcé à vivre dans cette chambre déprimante bleu pâle. J'ai enfilé le costume, glissé dans une paire de talons en cuir noir élégant, et attaché mes cheveux dans un style net et poli. Je me suis regardé dans le miroir et n'ai plus vu la fille calme et obéissante. J'ai vu la directrice générale d'un empire de 45 millions de dollars. J'ai marché dans le couloir jusqu'à la chambre d'amis pour vérifier Nana Ruby. Elle était déjà réveillée et assise au bord du lit, entièrement habillée dans une belle robe bleu marine avec son collier de perles préféré reposant contre sa clavicule. Elle a levé les yeux vers moi et un lent sourire entendu s'est étendu sur son visage. Je lui ai demandé si elle était prête pour le dîner. Elle a gloussé doucement et a dit qu'elle était prête depuis 20 ans. Le dîner familial traditionnel du dimanche avait été brusquement reporté au lundi soir en raison de la crise financière soudaine et inexplicable qui avait apparemment frappé ma mère et ma sœur. Hélène avait envoyé un texto de groupe massif plus tôt cet après-midi exigeant que tout le monde se rassemble à la maison immédiatement pour discuter d'une erreur bancaire catastrophique. Je savais exactement quel genre de tempête chaotique nous attendait. Mais alors que je conduisais ma voiture réparée à travers les rues familières et riches de Fairfield, Connecticut, mon rythme cardiaque est resté complètement stable. J'ai tourné dans l'allée circulaire large de ma maison d'enfance. Bryce avait garé sa voiture de sport de luxe de manière désordonnée sur la pelouse, indiquant clairement son état d'esprit paniqué. J'ai garé ma voiture proprement, éteint le contact et marché autour pour aider Nana Ruby à sortir du siège passager. Nous avons marché ensemble sur le chemin de briques bien entretenu, le clic rythmique de mes talons résonnant dans l'air calme du soir. Je n'ai pas pris la peine de frapper. J'ai simplement tendu la main et tourné la lourde poignée de porte en laiton, poussant la porte d'entrée grande ouverte.
J'ai franchi le seuil avec Nana Ruby juste à mes côtés. L'atmosphère à l'intérieur de la maison était incroyablement épaisse et suffocante. Toute la famille était déjà rassemblée dans le vaste salon formel. Ma mère faisait les 100 pas violemment près de la cheminée, serrant une pile de relevés bancaires imprimés. Monique était assise sur le canapé en velours, son mascara lourdement étalé de larmes, et Bryce faisait les 100 pas derrière elle, tapant furieusement sur son téléphone avec une rougeur profonde couvrant son visage. Au moment où la porte d'entrée s'est refermée avec un clic derrière moi, ils se sont tous figés et ont tourné la tête en unisson. Ils m'ont fixé dans un silence de mort, leurs yeux remplis d'une panique sombre et désespérée et ressemblant exactement à ceux qui voulaient me tuer là sur le parquet impeccable. Ma mère, Hélène, a été la première à briser le lourd silence. Elle a marché à travers le salon, son chemisier en soie chair flottant derrière elle et a poussé un morceau de papier froissé directement dans mon visage. Elle a exigé de savoir quel genre de blague technique malade je jouais sur la famille. Elle a crié que la banque venait d'envoyer un avertissement de saisie numérique pour la maison et que ses comptes personnels étaient complètement verrouillés. Elle m'a accusé de pirater son portail financier par pure jalousie d'enfance mesquine. Je n'ai pas bronché ni reculé. J'ai doucement guidé Nana Ruby devant ma mère, ignorant complètement le relevé bancaire froissé. J'ai aidé ma grand-mère à s'asseoir dans son fauteuil en velours préféré près de la cheminée, m'assurant qu'elle était confortable. Seulement alors je me suis tourné pour faire face au chaos absolu se déroulant dans la pièce. Bryce faisait à nouveau les 100 pas, son visage d'une teinte profonde de violet. Il a crié que ses prêteurs commerciaux avaient déclenché une clause de défaut et que toute sa paie de construction avait rebondi. Il a pointé un doigt tremblant vers moi et a dit que j'allais en prison fédérale pour cybercrime. Monique sanglotait bruyamment sur le canapé, serrant un sac à main de créateur ruiné et gémissant sur comment elle avait été humiliée à la boutique de luxe. J'ai écouté leurs cris frénétiques pendant quelques instants, laissant le désespoir pur de leur voix me submerger. Je n'ai rien ressenti pour eux. Pas de pitié, pas de culpabilité, pas de sens persistant de devoir familial. Je suis passé calmement devant eux et suis allé directement dans la salle à manger formelle. La grande table en acajou était complètement vide. Hélène avait été tellement consumée par sa ruine financière soudaine qu'elle avait complètement oublié de préparer le dîner traditionnel du dimanche qu'elle avait exigé que nous assistions. J'ai ouvert le lourd cabinet en bois de porcelaine et ai commencé à sortir les bonnes assiettes en porcelaine une par une. Le son de la porcelaine tintant contre la table en bois semblait les exaspérer encore plus. Ma mère m'a suivi dans la salle à manger, sa voix résonnant sèchement contre les hauts plafonds. Elle m'a demandé ce que diable je faisais en mettant la table quand toute la famille faisait face à une destruction absolue. J'ai placé une fourchette en argent proprement à côté d'une serviette en lin plié. Je lui ai répondu d'une voix complètement plate et stable. Je lui ai dit que je faisais simplement mon travail. J'ai expliqué qu'en tant que nouvelle directrice générale nommée et seule fiduciaire de Ruby Holdings Enterprise, j'exécutais légalement les souhaits financiers explicites de ma grand-mère. La salle à manger est tombée dans un silence stupéfait et essoufflé. Le seul son était le tic-tac doux de l'horloge grand-père antique dans le couloir. Bryce a arrêté de faire les 100 pas. Monique a arrêté de sangloter. Hélène m'a fixé, la bouche légèrement ouverte alors que le poids lourd de mes mots s'enregistrait enfin dans son esprit. Elle s'est tournée lentement pour regarder Nana Ruby, qui était assise paisiblement dans le salon, regardant le feu crépiter. Ma mère a bégayé, demandant ce que je voulais dire par seule fiduciaire, et exigeant de savoir ce que j'avais fait à la société holding. J'ai posé la dernière assiette en porcelaine et les regardé directement. Je lui ai dit que le voyage gratuit sans fin était officiellement terminé. J'ai expliqué que la société holding avait été complètement dissoute et que tous les actifs avaient été transférés dans une fiducie irrévocable sous mon contrôle absolu. Je les ai informés que les cartes de crédit secondaires, les prêts commerciaux frauduleux et les salaires de gestion de propriétés fictifs avaient tous été définitivement terminés. J'ai déclaré clairement qu'à partir de ce moment, ils devraient vraiment travailler pour gagner leur vie comme le reste du monde. Avant que ma mère puisse même formuler une réponse, de lourds pas ont résonné bruyamment du couloir d'entrée. Mon frère aîné, Terence, a fait irruption dans la salle à manger. Terence était le golden boy de la famille, une ancienne star du football du lycée qui n'avait jamais vraiment tenu un vrai emploi dans sa vie adulte. Il passait ses journées à conduire en ville dans une voiture de luxe la moins, agissant comme s'il était un énorme succès simplement parce qu'il partageait le nom de famille de notre grand-père. Il avait clairement juste reçu le texto de groupe de notre mère, et il avait l'air absolument furieux. Terence a marché directement vers moi, ses larges épaules carrées et sa mâchoire serrée fermement.
Il avait toujours utilisé sa taille physique pour m'intimider quand nous étions plus jeunes, me dominant et me forçant à reculer des arguments. Il est entré profondément dans mon espace personnel, me surplombant avec un regard sombre et menaçant. Il m'a dit que j'allais réparer le glitch informatique que j'avais créé immédiatement où il allait s'assurer que je regrette d'avoir jamais mis les pieds dans cette maison. Je suis resté complètement immobile, mes mains reposant calmement sur la table en acajou poli. J'ai légèrement incliné la tête et élevé les yeux dans ses yeux en colère. Je n'ai pas ressenti une once de la peur qui me paralysait quand nous étions enfants. Je lui ai dit de faire un pas de plus vers moi. J'ai gardé ma voix incroyablement douce, mais elle a coupé à travers la pièce comme une lame tranchante. J'ai dit à Terence que s'il faisait un pas de plus, j'appellerais les hommes de la reprise pour venir prendre sa Mercedes la moins juste de l'allée. Il a ri d'un son dur et moqueur et m'a dit que je bluffais. Il a dit que je n'avais pas le pouvoir de toucher sa voiture. J'ai souri un lent sourire froid et lui ai dit de vérifier ses poches pour voir s'il avait encore ses clés. J'ai regardé son visage tomber alors qu'il tapotait sa veste vide. « Oh, attends » ai-je dit calmement. J'ai déjà appelé et ils l'ont remorqué de ton parking d'appartement il y a 30 minutes. Ses mains ont cherché frénétiquement sa veste en dénime puis son pantalon, mais les clés avaient disparu. J'ai expliqué que puisque la société holding possédait techniquement le bail sur son véhicule bien-aimé, j'avais simplement terminé le contrat et demandé une reprise immédiate. La couleur s'est complètement drainée de son visage, le laissant ressembler à un petit garçon terrifié au lieu d'un homme menaçant. Monique a laissé échapper un autre cri fort du salon, réalisant que si la voiture de Terence était partie, son propre véhicule de luxe était probablement le prochain sur la liste. La dynamique de pouvoir entière dans la maison avait changé en moins de 5 minutes. Les gens qui avaient passé toute leur vie à me faire sentir petite rapetissaient maintenant loin de moi dans une terreur absolue. Bryce est resté figé dans l'embrasure de la porte, incapable de rassembler un autre commentaire arrogant. Hélène s'est appuyée lourdement contre le mur de la salle à manger, sa poitrine se soulevant alors qu'elle luttait pour comprendre l'effondrement total de sa fausse réalité soigneusement cultivée. J'ai ramassé la dernière cuillère en argent poli et l'ai posée avec un clic définitif tranchant. J'ai regardé autour de la pièce silencieuse les visages des gens qui avaient abandonné la seule femme qui les avait jamais aimés. Je leur ai dit que le dîner serait prêt bientôt et leur ai suggéré de prendre un siège parce que la nuit ne faisait que commencer. La famille s'est lentement déplacée dans la salle à manger, prenant leur place autour de la grande table en acajou avec une extrême hésitation. Terence s'est affalé dans une chaise à l'extrémité éloignée, fixant le vide au mur, pleurant encore son véhicule de luxe soudainement repris. Hélène s'est assise rigide à la tête de la table, ses mains pliées fermement sur ses genoux, ses yeux scrutant nerveusement autour de la pièce. Monique a refusé de s'asseoir, préférant rester debout près de l'embrasure comme un enfant effrayé, serrant son sac à main de créateur ruiné. Mais Bryce n'était pas prêt à abandonner son autorité perçue. C'était un homme qui avait passé toute sa vie adulte à réussir vers le haut, protégé par une épaisse couche de confiance non méritée et l'argent silencieux de ma grand-mère. Il a ajusté les poignets de sa chemise sur mesure chère et a marché lentement vers l'extrémité opposée de la table directement face à moi. Il a mis un sourire calme et paternaliste. C'était exactement le genre de sourire condescendant qu'il utilisait probablement sur les employés juniors quand il voulait les faire sentir petits et insignifiants. Il a commencé à parler d'une voix lente et mesurée, me disant que j'agissais clairement par détresse émotionnelle profonde. Il a dit qu'il comprenait qu'en tant que développeuse logicielle, je passais tout mon temps à fixer des écrans d'ordinateur et à écrire des lignes de code, donc je ne comprenais évidemment pas comment la finance corporative du monde réel fonctionnait vraiment. Il a fait quelques pas le long du bord de la table, agitant sa main de manière dédaigneuse, comme si ma prise de contrôle légale n'était qu'une farce enfantine et idiote. Il m'a dit que les sociétés holding et les portefeuilles immobiliers commerciaux étaient des entités hautement complexes qui reposaient sur des équilibres de flux de trésorerie délicats et des ratios de liquidité. Il a utilisé ces termes délibérément en essayant de m'enterrer dans le jargon corporatif et de se rétablir comme la personne la plus intelligente de la pièce. Il a expliqué que geler les comptes secondaires et révoquer le statut de garant était une violation massive du devoir fiduciaire. Il a dit que je causais des dommages catastrophiques à la structuration fiscale de la succession et que l'internal revenu service pénaliserait lourdement toute la famille à cause de mon petit tour d'ordinateur mesquin. Il a regardé autour de la pièce cherchant une validation de ma mère et ma sœur. Ella a hoché la tête avidement, désirant désespérément croire que Bryce pouvait d'une manière ou d'une autre réparer ce cauchemar et restaurer son style de vie de country club. J'étais juste là à le regarder performer son petit monologue désespéré. Son front brillait de sueur nerveuse sous la lueur chaude du lustre de la salle à manger. Sa voix était stable,
mais ses yeux scrutaient frénétiquement autour de la pièce, cherchant une stratégie de sortie viable. Quand il a réalisé que sa leçon de vocabulaire financier ne me faisait pas reculer ni m'excuser, il a brusquement changé de tactique. Il a abandonné la persona de sauveur corporatif calme et s'est lourdement penché sur l'intimidation agressive. Il a planté ses mains fermement sur la table en acajou, penchant tout son poids corporel en avant. Sa voix est descendue dans un grognement bas et hostile. Il a dit, « Je savais exactement ce que je faisais ce matin. » Il m'a accusé de m'introduire dans la maison de ma mère, d'enlever une vieille femme malade et vulnérable, et de la traîner dans un hôpital privé contre sa volonté. Il a peint un tableau fictif ridicule de moi forçant une grand-mère confuse à signer des documents légaux complexes qu'elle ne pouvait pas comprendre. Il a appelé ça un cas classique d'abus sur personne âgée malveillant. Il m'a dit que n'importe quel juge des successions dans tout le pays regarderait mes actions et invaliderait immédiatement la nouvelle fiducie. Il s'est vanté qu'il avait les meilleurs avocats en litige corporatif de l'État sur son appel rapide personnel. Il a promis qu'il déposerait une injonction d'urgence d'ici le matin et m'enfermerait dans des batailles judiciaires sans fin pour les 10 prochaines années. Il a dit qu'il allait s'assurer que je perde mon emploi tech, mes économies personnelles et ma liberté. Il a promis de me voir enfermé dans une cellule de prison fédérale pour fraude sur une personne âgée. Ma mère est intervenue pile à l'heure. Elle a serré son collier de perles et a dit que Nana Ruby avait été terriblement oublieuse récemment et manquait clairement de la capacité mentale pour prendre des décisions financières massives. Monique a acquiescé bruyamment, affirmant que Nana se souvenait à peine de ce qu'elle avait mangé au petit déjeuner, encore moins comment structurer correctement une fiducie irrévocable. Ils construisaient collectivement un récit faux juste devant moi, essayant de me gaslighter pour me faire croire que j'étais la méchante de l'histoire. Bryce a croisé les bras sur sa poitrine, rayonnant d'une autosatisfaction suffisante. Il m'a offert un faux compromis, me disant que si je remettais l'ordinateur portable et les mots de passe mettre tout de suite, il pourrait convaincre la famille de ne pas porter d'accusation criminelle contre moi. Un silence lourd et épais s'est installé sur la salle à manger formelle. Ils attendaient que je craque. Ils s'attendaient pleinement à ce que la fille calme et obéissante s'excuse, pleure ou rende les clés numériques dans une terreur pure. Au lieu de cela, un son doux s'est échappé de mes lèvres. Ça a commencé comme un petit rire calme et a rapidement grandi en un rire complet et sincère. J'ai ri si fort que mes épaules tremblaient et j'ai dû placer ma main sur le dossier d'une chaise de salle à manger pour me stabiliser. Le son de mon rire a résonné sèchement contre les hauts plafonds, brisant complètement leur illusion soigneusement construite de contrôle. Bryce a laissé tomber son expression suffisante instantanément, son visage se contorsionnant en confusion profonde et colère bouillonnante. Il a exigé de savoir ce qui était si drôle à propos de faire face à des accusations de crimes graves et d'aller en prison fédérale. J'ai pris une profonde inspiration, me calmant et redressant ma veste de costume vert émeraude. J'ai plongé dans ma poche intérieure et sorti une clé USB argentée élégante. Je l'ai placée doucement sur le bois sombre poli de la table juste à côté des verres d'eau en cristal. J'ai regardé directement dans ses yeux en colère. Je lui ai dit qu'il aurait vraiment dû vérifier ses faits avant d'essayer de jouer l'avocat. J'ai expliqué que je n'avais pas emmené Nana Ruby à n'importe quel hôpital. Je l'avais emmenée à l'Institut Sterling pour la santé cognitive. Je lui ai dit que plus tôt ce matin, le docteur Harris, un psychiatre médico-légal hautement respecté certifié par le Conseil, avait mené une évaluation rigoureuse de la compétence mentale de 2 heures. J'ai tapoté la clé USB argentée avec mon index, laissant le clic métallique résonner dans la pièce calme. Je lui ai dit que l'évaluation complète entière était enregistrée en vidéo haute définition et légalement certifiée par des experts médicaux. J'ai expliqué que Nana Ruby avait marqué dans le top 1% de la conscience cognitive pour son groupe d'âge. Elle avait correctement répondu à des scénarios financiers incroyablement complexes que Bryce lui-même aurait du mal à comprendre. Elle avait rappelé des valeurs de propriété spécifiques, des taux de dépréciation et des numéros de routage bancaire avec une précision absolue sans faille. Je lui ai dit que les documents médicaux et légaux étaient entièrement en fer et déjà définitivement déposés auprès du système judiciaire de l'État, les rendant complètement intouchables. Bryce a fixé aveuglément la clé USB argentée, son visage devenant une teinte gris pâle maladive. Toute sa défense légale, sa grande menace d'abus sur personne âgée, s'est complètement effondrée en poussière avant qu'il puisse même décrocher son téléphone pour appeler ses avocats imaginaires. Il a enfin réalisé que je l'avais surpassé à tous les niveaux concevables, anticipant ses mouvements légaux exacts avant même qu'il pense à les faire. Je me suis penché en avant, reposant mes mains à plat sur la table, tenant son regard terrifié.
Je lui ai dit que Nana Ruby était légalement plus tranchante que lui et complètement immunisée contre ces menaces vides. Mais puisque tu as mentionné la loi, ai-je dit, gardant ma voix dangereusement calme, je pense que nous devrions parler des sociétés écrans que tu as créées au Delaware. La mention des sociétés écrans du Delaware a frappé Bryce comme un coup physique à l'estomac. Sa bouche s'est ouverte et fermée silencieusement, mais aucun mot n'est sorti. Il a fait 2 pas tremblants en arrière loin de la table en acajou, complètement paralysé par la réalisation que j'avais tracé son argent volé offshore. Il a regardé frénétiquement ma mère, Hélène, cherchant quelqu'un pour le sauver de la tombe légale qu'il venait de creuser pour lui-même. Hélène a rapidement réalisé que son arrogant beau-fils était entièrement inutile dans ce combat. Elle a laissé échapper un soupir tranchant et frustré et a avancé pour prendre le contrôle de la pièce. Elle a plongé dans son sac fourre-tout en cuir de créateur surdimensionné et a sorti une épaisse enveloppe manille crème. Avec un balayage dramatique et agressif de son bras, elle a claqué la lourde enveloppe sur la table de la salle à manger. Le claquement fort a résonné à travers la pièce silencieuse, faisant physiquement sursauter Terence dans sa chaise. Hélène m'a regardé avec un sourire narquois et triomphant s'étendant sur son visage. Elle a lissé le devant de son chemisier en soie chère et m'a dit que je n'étais pas la seule personne dans cette famille qui savait comment jouer à des jeux Lego impitoyables. Elle a poussé l'épaisse enveloppe sur le bois poli jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste devant moi. J'ai baissé les yeux et lu les lettres noires en gras imprimées en haut de la première page. C'était un ordre d'urgence de conservatisme. Ma mère a appuyé ses mains sur la table, imitant exactement la posture intimidante que Bryce avait essayé d'utiliser seulement quelques instants avant. Elle a expliqué que quand sa carte de crédit premium avait commencé à être refusée au country club ce matin, elle ne s'était pas juste assise à pleurer comme Monique. Elle avait immédiatement passé quelques appels stratégiques. Elle m'a rappelé qu'elle jouait au tennis chaque mardi avec un juge de comté hautement sympathique qui lui devait quelques faveurs. Hélène a annoncé fièrement qu'elle avait déposé une pétition d'urgence affirmant que Nana Ruby souffrait de démence avancée et à apparition rapide. J'ai fixé le document légal frauduleux, sentant une vague profonde et écœurante de dégoût absolu. Les papiers déclaraient faussement que ma grand-mère était complètement incapable et était activement manipulée par un membre de famille prédateur et mécontent. Hélène a ri d'un son dur et amer qui ne contenait aucune joie sincère. Elle a pointé son doigt parfaitement manucuré directement sur mon visage et m'a dit que ma petite vidéo médicale n'avait absolument aucun sens dans le monde réel. Elle a affirmé qu'elle avait déjà un affidavit écrit sous serment de ses propres médecins concierges privés. Ces médecins, qui n'avaient même pas examiné Nana Ruby depuis plus de 5 ans, étaient parfaitement disposés à signer des documents affirmant qu'elle manquait de la capacité mentale pour même se nourrir elle-même. Encore moins restructurer légalement une entreprise immobilière commerciale massive de 45 millions de dollars. Hélène a fait un autre pas plus près de moi, ses yeux brillant d'un mélange terrifiant de malice pure et de cupidité déchaînée. Elle a déclaré qu'à compter de midi aujourd'hui, un juge lui avait officiellement accordé le statut temporaire de seule tutrice légale sur Ruby Holdings et chaque actif financier attaché à ma grand-mère. Elle m'a dit qu'elle était maintenant l'autorité suprême dans cette maison. Elle a tendu sa main ouverte et a exigé que je remette les mots de passe bancaire maître, la clé USB argentée et les documents originaux de fiducie irrévocables immédiatement. Tu perds Charmaine, a dit ma mère, sa voix dégoulinant de satisfaction venimeuse. Tu as toujours pensé que tu étais tellement plus intelligente que tout le monde dans cette famille juste parce que tu es partie et as obtenu un boulot tech chic. Tu as toujours pensé que tu étais trop intelligente pour ton propre bien. Mais tu ne me surpasseras jamais. J'ai construit cette famille et je te détruirai complètement avant de te laisser prendre ce qui m'appartient de droit. J'ai regardé de l'ordre judiciaire faux reposant sur la table au visage profondément arrogant de ma mère. Elle était complètement disposée à dépouiller légalement sa propre mère âgée de ses droits humains basiques et de sa dignité juste pour maintenir son accès à une piscine chauffée et à un véhicule de luxe la moins. J'ai regardé Nana Ruby, qui était encore assise calmement dans le fauteuil du salon regardant le feu. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait juste l'air incroyablement déçue. J'ai tourné mon attention à nouveau vers Hélène et lui ai demandé d'une voix calme et stable comment elle pouvait possiblement dormir la nuit, sachant qu'elle essayait de voler la liberté de sa propre mère. Hélène a complètement ignoré la question, croisant les bras fermement sur sa poitrine. Elle a déclaré qu'elle en avait entièrement fini de jouer à ces jeux enfantins avec moi. Elle a atteint nonchalamment dans la poche de son pantalon sur mesure et a sorti son smartphone. Elle a tapoté l'écran illuminé une fois et m'a regardé avec une expression de victoire pure absolue. Elle m'a informé qu'elle avait déjà appelé le département de police local il y a 20 minutes pendant que j'étais occupé à mettre la table de la salle à manger.
elle a dit à l'opérateur qu'une fille étrangère renégate commettait une fraude financière grave, un vol d'identité et un abus sur personne âgée juste à l'intérieur de sa maison. Elle a souri d'un sourire froid et terrifiant et a dit qu'ils arrivaient juste maintenant pour m'escorter hors de sa belle maison menottée. Elle m'a dit de m'habituer à porter une combinaison orange parce qu'elle allait s'assurer que le procureur du district me poursuive à l'ampleur absolue de la loi. Pile à l'heure, les lourds rideaux en velours de la fenêtre du salon formel ont soudainement été illuminés par les éclats aveuglants de lumière rouge et bleue. Plusieurs voitures de police tiraient agressivement dans l'allée circulaire large dehors. Le son lourd et indéniable de portes de voitures claquant s'est répercuté à travers la rue suburbaine calme et aisée. Monique a laissé échapper un halètement tremblant de soulagement tandis que Bryce se redressait lentement, un sourire arrogant et suffisant revenant sur son visage pâle. Il croyait sincèrement qu'ils avaient gagné. Le lourd heurtoir en laiton sur la porte d'entrée a frappé 3 fois. Le son a réverbéré à travers le grand couloir, brisant complètement le silence persistant dans la salle à manger. Hélène a immédiatement bondi en action. Elle a laissé échapper un sanglot théâtral bruyant et s'est pratiquement jetée vers l'entrée pour saluer les officiers répondants. Je suis resté exactement où j'étais debout à côté de la table en acajou, regardant simplement la performance pathétique se dérouler. 2 grands officiers de police sont entrés dans le foyer, leurs bottes lourdes claquant contre le sol en marbre italien importé. Leurs mains reposaient prudemment près de leurs ceintures utilitaires, s'attendant clairement à une perturbation domestique volatile. Ma mère les a conduits dans le salon formel avec des larmes coulant parfaitement sur ses joues. Elle a pointé un doigt tremblant et manucuré directement vers moi. Elle a dit aux officiers que j'étais sa fille profondément troublée et étrangère qui avait violemment forcé l'entrée dans sa maison. Elle a affirmé que je retenais la famille en otage, utilisant un cyberterrorisme sophistiqué pour vider leurs comptes bancaires. Monique a immédiatement rejoint la performance, enfouissant son visage dans ses mains et laissant échapper des gémissements dramatiques du canapé en velours. Bryce a gonflé sa poitrine et a avancé confiant vers l'officier principal. Il s'est présenté comme le chef d'une firme immobilière commerciale majeure, utilisant délibérément une voix profonde et autoritaire pour commander le respect. Il a dit à la police que j'avais enlevé ma grand-mère âgée plus tôt ce matin et l'avais forcée à signer des millions de dollars dans un acte malveillant d'abus sur personne âgée. L'officier principal, un homme à l'air sévère avec des cheveux grisonnants, a sorti un petit carnet noir. Il a regardé autour de la pièce extravagante, prenant en compte les lustres en cristal, les œuvres d'art chères et les membres de famille profondément en détresse. Puis ses yeux se sont verrouillés sur moi. Je n'avais pas l'air d'une envahisseuse de maison folle ou d'une voleuse désespérée. Je portais un costume de créateur vert émeraude impeccable, debout avec une posture parfaite et projetant une aura de calme absolu. L'officier s'est approché prudemment de la salle à manger, gardant sa main planant près de sa radio. Il m'a demandé de m'éloigner de la table et de présenter mon identification. Il m'a dit qu'ils avaient reçu un rapport vérifié de vol grave et de coercition financière frauduleuse. Hélène se tenait derrière les officiers, croisant les bras et souriant d'un sourire vicieux et victorieux. Elle pensait sincèrement que la présence d'un uniforme briserait enfin mon esprit et me forcerait à une soumission absolue. Elle s'attendait à ce que je panique, pleure ou résiste agressivement à l'arrestation. Elle voulait que la police me traîne menottée pour que ses voisins suburbains riches puissent regarder depuis leurs fenêtres, mais je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction. J'ai lentement plongé dans la poche de mon costume, gardant mes mouvements délibérés et entièrement visibles. J'ai sorti mon permis de conduire et l'ai tendu respectueusement à l'officier principal. J'ai gardé ma voix complètement égale et stable. J'ai dit à l'officier que je comprenais complètement pourquoi ils avaient été appelés à cette résidence. J'ai expliqué que ma mère et mon beau-frère vivaient actuellement une crise financière grave et réagissaient par désespoir. J'ai informé calmement la police qu'aucun crime n'avait été commis par moi aujourd'hui, mais qu'un crime très grave était actuellement couvert par les gens debout juste derrière eux. Le deuxième officier a avancé, me disant que l'abus sur personne âgée et le vol grand étaient des accusations incroyablement graves. Il m'a demandé si j'avais en effet emmené ma grand-mère à un endroit non divulgué pour signer des documents légaux. J'ai regardé Nana Ruby. Elle était encore assise confortablement près de la cheminée, regardant toute la scène se dérouler avec un air d'amusement léger. J'ai dit aux officiers que ma grand-mère était assise juste là et était parfaitement capable de parler pour elle-même. L'officier principal s'est approché de Nana Ruby et lui a gentiment demandé si elle se sentait en sécurité et si je l'avais forcée à faire quoi que ce soit contre sa volonté. Nana Ruby s'est assise droite, ajustant son collier de perles. Elle a regardé l'officier droit dans les yeux et a parlé avec une clarté cristalline absolue.
Elle lui a dit qu'elle m'avait volontairement nommé seul fiduciaire de sa succession parce que le reste de sa famille consistait en parasites paresseux et voleurs. Elle a déclaré que j'étais la seule personne honnête dans toute la pièce. Hélène a laissé échapper un halètement dramatique bruyant, affirmant que sa pauvre mère souffrait de démence sévère et ne savait pas ce qu'elle disait. Bryce a rapidement interjeté, acquiesçant à ma mère et pointant l'ordre de conservatisme d'urgence faux reposant sur la table de la salle à manger. Il a dit à la police qu'un juge avait déjà déclaré Nana Ruby incompétente et que j'opérais en défiance directe d'une ordonnance du tribunal. Les officiers ont regardé d'avant en arrière entre les parties en conflit, clairement confus par la toile complexe de richesse et de tromperie. Ils étaient des officiers de patrouille standard, pas des enquêteurs médico-légaux corporatifs. Ils étaient habitués à gérer des plaintes de bruit et des dommages mineurs à la propriété, pas des disputes de succession de plusieurs millions de dollars et des détournements corporatifs de haut niveau. L'officier principal a laissé échapper un lourd soupir et a tendu la main vers ses menottes. Il a déclaré que puisqu'il y avait une ordonnance de conservatisme active du tribunal juste sur la table, il n'avait pas le choix que de me détenir jusqu'à ce qu'un détective puisse trier les détails financiers. Bryce a laissé échapper un aboiement de rire victorieux bruyant. Il a croisé les bras et m'a dit de profiter du trajet à l'arrière de la voiture de patrouille. Monique a arrêté de pleurer instantanément et a sorti son téléphone, clairement dans l'intention d'enregistrer mon arrestation pour sa propre satisfaction malade. Terence est enfin levé de la table de la salle à manger, ayant l'air incroyablement suffisant maintenant que la police faisait son sale boulot pour lui. Je savais que je devais prendre le contrôle complet du récit avant que les officiers décident simplement de m'arrêter et de laisser un juge trier ça plus tard. Je me suis éloigné de la table et ai marché confiant au centre du salon. J'ai regardé directement l'officier principal et lui ai demandé exactement 5 minutes de son temps. Je lui ai promis que s'il me donnait 5 minutes, je prouverais complètement que ma mère avait déposé un rapport de police frauduleux en utilisant des documents médicaux falsifiés. Je lui ai rappelé d'un ton très poli mais ferme que déposer un faux rapport de police dans l'État du Connecticut était un délit de classe A et pouvait facilement s'aggraver en accusation de crime selon la gravité des ressources gaspillées. L'officier a hésité un moment en regardant son partenaire. Son partenaire a donné un léger hochement de tête, indiquant qu'il devrait m'écouter avant de faire une arrestation massive injuste. L'officier principal m'a dit que j'avais exactement 5 minutes pour prouver mon cas avant qu'il me place en état d'arrestation pour fraude financière suspectée. Bryce a ri d'un son bruyant et odieux, disant aux officiers qu'ils gaspillaient leur temps à écouter une développeuse logicielle jalouse. J'ai complètement ignoré cela. Je suis allé aux lourdes tables basses en chaîne et ai pris mon ordinateur portable de travail sécurisé. Bryce avait récemment acheté une télévision à écran plat massif de 85 pouces, se vantant que c'était le modèle le plus cher sur le marché. Elle était montée en évidence sur le mur du salon directement au-dessus de la cheminée. J'ai ouvert mon ordinateur portable et ai rapidement accédé aux paramètres de connexion Bluetooth interne. En quelques secondes, l'écran de mon ordinateur s'est reflété directement sur l'écran de télévision massive et brillante, illuminant toute la pièce avec une lumière blanche crue. Je me suis tourné pour faire face aux 2 officiers de police qui fixaient maintenant intensément l'affichage brillant. Je les ai regardés avec un professionnalisme froid et détaché. Officier, vous voudrez peut-être appeler l'unité des crimes économiques tout de suite parce que ce n'est pas une dispute familiale domestique. C'est un crime fédéral. L'écran de télévision massif de 85 pouces s'est animé, baignant tout le salon formel dans une lueur dure et brillante. Le menu de divertissement domestique standard a disparu et a été instantanément remplacé par l'interface élégante et sombre de mon logiciel de comptabilité médico-légale professionnelle. La taille pure de la télévision rendait les toiles complexes de données financières impossibles à ignorer ou à écarter. Chaque transaction, chaque numéro de routage caché et chaque fichier crypté était maintenant affiché en haute définition brillante juste au-dessus de la grande cheminée. Je me suis reculé de la table basse en chaîne et ai fait un geste vers l'écran, permettant aux 2 officiers de police d'avoir une vue claire et complètement dégagée des preuves numériques. J'ai gardé ma voix calme et mesurée en parlant directement aux officiers comme si je donnais une présentation corporative à un conseil d'administration. Je leur ai dit que nous devrions commencer par examiner l'ordre de conservatisme d'urgence que ma mère utilisait actuellement pour justifier de les appeler ici aujourd'hui. J'ai tapé une commande rapide sur le clavier de mon ordinateur portable et un scan haute résolution du document de cours exact qu'Hélène venait de claquer sur la table de la salle à manger est apparu sur la télévision massive. J'ai dirigé leur attention vers le coin inférieur droit du document légal, en me concentrant spécifiquement sur la signature du professionnel médical qui avait soi-disant évalué la santé cognitive de ma grand-mère. Le nom imprimé proprement sous la signature incroyablement bâclée était Dr.
Richard Vance. J'ai demandé aux officiers s'ils reconnaissaient par hasard le nom. L'officier principal a plissé les yeux et secoué légèrement la tête, faisant un pas délibéré plus près de l'écran de télévision. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur sécurisé et navigué directement vers le registre officiel de licence du Conseil médical de l'État. J'ai tapé le nom Richard Vance dans la barre de recherche publique et appuyé sur Entrée. Les résultats de recherche officiels ont instantanément rempli l'écran, clignotant en texte d'avertissement rouge cru. J'ai lu le dossier officiel de l'État à voix haute, parlant lentement et clairement pour que ma mère puisse entendre chaque mot dévastateur. Le dossier public déclarait explicitement que le docteur Richard Vance avait sa licence médicale révoquée de façon permanente exactement 5 ans plus tôt. Il avait été officiellement dépouillé de ses accréditations médicales après avoir plaidé coupable d'avoir écrit des ordonnances frauduleuses et falsifié des dossiers médicaux officiels pour un gain financier personnel. J'ai regardé directement les officiers de police et leur ai dit que l'homme qui avait signé cet ordre de conservatisme n'était pas un médecin pratiquant, mais un criminel condamné qui était légalement interdit de pratiquer toute forme de médecine dans l'État du Connecticut. Ma mère a laissé échapper un halètement tranchant et tremblant. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai ramené l'affichage à mon logiciel de traçage médico-légal et ai sorti les relevés de compte courant personnel de ma mère des 30 derniers jours. Les officiers ont regardé dans un silence complet alors que je mettais en évidence un retrait massif en espèces de précisément $10 000 qui avait eu lieu juste 2 jours plus tôt un jeudi après-midi. J'ai ensuite sorti un bordereau de dépôt sécurisé correspondant que j'avais récupéré de la base de données bancaire. J'ai tracé la ligne numérique à travers l'écran montrant exactement où ces $10 000 étaient allés. Ils avaient été déposés directement dans un compte de société à responsabilité limitée détenu et exploité par nul autre que Richard Vance. Je me suis tourné vers l'officier principal et ai déclaré les faits clairement sans aucune trace d'émotion. J'ai expliqué que ma mère avait explicitement payé à un médecin non licencié déshonoré un pot de vin de $10 000 pour forger une évaluation médicale. Elle avait commis ce crime grave afin de voler frauduleusement une succession immobilière commerciale de $45 millions à sa propre mère complètement en bonne santé. Ma mère s'est visiblement reculée comme si elle avait été physiquement frappée au visage. Ses mains parfaitement manucurées sont tombées inutilement sur ses côtés et sa bouche s'est ouverte en un choc paniqué silencieux. Elle a regardé frénétiquement vers Bryce, mais le gars de la finance arrogant était complètement figé. Il fixait l'écran de télévision dans une horreur absolue et non diluée. Il savait exactement de quoi mon logiciel médico-légal était capable de découvrir, et il savait que ses propres secrets financiers profondément illégaux étaient enterrés à l'intérieur du même système exactement. Hélène a désespérément essayé de bégayer une défense. Sa voix tremblait alors qu'elle affirmait que j'avais illégalement piraté une base de données gouvernementale sécurisée et manipulé malicieusement les dossiers publics juste pour la piéger. Elle a littéralement supplié les officiers de ne pas regarder la télévision, leur disant que c'était tout un tour numérique sophistiqué conçu par une développeuse logicielle jalouse. Elle a insisté qu'elle était la vraie victime et qu'ils avaient besoin de m'arrêter immédiatement avant que je supprime tout son argent, mais les officiers de police ne me regardaient plus comme une suspecte dans une invasion de domicile. L'officier principal sévère a lentement tourné son corps loin de moi et a carré ses larges épaules directement vers ma mère. L'énergie entière dans la pièce a changé instantanément. Sa main s'est éloignée de ses lourdes menottes en métal et a reposé fermement sur sa radio de police, prête à appeler des renforts. Son partenaire a fait un pas tactique délibéré en avant, coupant le chemin physique entre ma mère et la lourde porte d'entrée. Les officiers ont réalisé qu'ils ne traitaient plus avec une simple dispute domestique sur l'argent familial. Ils se tenaient directement à l'intérieur d'une scène de crime fédéral active de plusieurs millions de dollars. L'officier principal a regardé Hélène et a parlé d'un ton très bas et incroyablement dangereux. Il a demandé à ma mère si elle voulait expliquer exactement pourquoi elle avait sciemment présenté un document légal falsifié à un officier de police assermenté dans une tentative de déclencher une fausse arrestation. Hélène a commencé à hyperventiler, ses yeux scrutant sauvagement autour de la pièce, cherchant n'importe quelle issue possible qui n'existait tout simplement pas. Terence s'est recroquevillé plus loin dans sa chaise de salle à manger, essayant désespérément de rendre son grand cadre complètement invisible. Bryce transpirait abondamment, tirant nerveusement sur le col de sa chemise sur mesure chère, sachant que son tour approchait rapidement. Ils étaient complètement piégés à l'intérieur de leur propre toile arrogante de mensonges avec absolument nulle part où courir. J'ai regardé les visages terrifiés des membres de famille qui avaient passé toute ma vie à me faire sentir petite, inadéquate et complètement sans valeur. J'ai ressenti un sens froid et profond de paix absolue s'installer sur mes épaules.
Je me suis tourné vers les officiers de police et leur ai offert un sourire poli et professionnel. Je leur ai dit que le conservatisme médical frauduleux n'était vraiment que l'apéritif pour la soirée. Regardons la boutique de Monique, voulez-vous? J'ai tourné mon attention à nouveau vers le clavier reposant sur la table basse. Avec quelques frappes rapides, l'écran de télévision massif s'est éloigné des documents médicaux falsifiés. Un nouvel ensemble de fichiers est apparu, affichant les déclarations fiscales corporatives officielles et les rapports de dépenses détaillés pour la boutique de détail haut de gamme de Monique. Monique a immédiatement laissé échapper un cri aigu et s'est élancée vers l'écran de télévision comme si son corps physique pouvait d'une manière ou d'une autre bloquer les preuves numériques brillantes. Le deuxième officier de police a réagi instantanément, entrant directement dans son chemin et levant une main ferme. Il lui a ordonné de reculer et de rester exactement où elle était. Monique s'est figée sur place, sa poitrine se soulevant alors qu'elle regardait désespérément Bryce, espérant qu'il interviendrait. Mais Bryce fixait encore l'écran dans une terreur silencieuse, complètement réticent à attirer plus d'attention sur lui-même. J'ai regardé les officiers et expliqué que ma sœur s'était toujours vantée d'être une entrepreneure hautement réussie et autodidacte. Je leur ai dit qu'elle adorait parader au country club, affirmant que sa boutique était un triomphe massif. J'ai dirigé leur attention vers les chiffres rouges brillants sur l'écran. J'ai expliqué que la boutique avait en fait fonctionné avec une perte financière catastrophique pendant 4 années consécutives. La seule raison pour laquelle elle n'avait pas déposé de faillite était parce qu'elle était artificiellement soutenue par la société holding corporative détenue par ma grand-mère. Mais le manque de vente au détail n'était pas le crime réel. J'ai ouvert un sous-dossier étiqueté dépenses corporatives et un long tableau détaillé hautement détaillé a rempli l'écran de télévision. Je leur ai dit que Monique utilisait activement la société holding comme sa propre tirelire illimitée personnelle et fraudait systématiquement le gouvernement fédéral dans le processus. J'ai mis en évidence une transaction spécifique de l'été dernier. C'était une charge de $8 000 pour un séjour de 2 semaines dans un complexe de luxe à Saint-Barthélemy. J'ai souligné que Monique avait officiellement classé cette extravagante vacances tropicales comme un voyage d'approvisionnement en textiles internationaux pour sa boutique. J'ai demandé aux officiers s'ils pensaient que quelqu'un approvisionnait des tissus d'hiver premium en buvant des cocktails chers sur un yacht privé. L'officier principal a croisé les bras sur sa poitrine, son expression s'assombrissant de seconde en seconde. Je n'ai pas donné à Monique le temps de défendre ses vacances frauduleuses. J'ai cliqué sur la rangée suivante mise en évidence. Celle-ci était une charge de $45 000 dans une boutique de créateurs hautement exclusive à Paris. Le reçu joint était pour un sac à main en cuir de crocodile rare. J'ai dit aux officiers que Monique avait légalement déduit cet achat massif comme décoration d'affichage temporaire de magasin sur ses déclarations fiscales corporatives. J'ai souligné que le sac à main n'avait jamais une seule fois été assis dans une vitrine. En fait, elle serrait actuellement ce même sac juste maintenant alors qu'elle se tenait tremblante dans le salon. Les deux officiers ont lentement tourné la tête pour regarder directement le sac cher serré fermement dans les mains tremblantes de Monique. Elle a immédiatement laissé tomber le sac sur le parquet comme s'il avait soudainement pris feu. Hélène a essayé d'interjeter, affirmant que c'était juste des erreurs de comptabilité mineures et des fautes de frappe simples. J'ai complètement ignoré ma mère et ai sorti le rapport de dépenses finales et le plus accablant. J'ai sorti une série de factures médicales d'une clinique de chirurgie plastique privée élite à Beverly Hills. La facture totale s'élevait à près de $90 000. J'ai lu la liste détaillée à voix haute détaillant une procédure de rhinoplastie complète et un contouring cosmétique étendu. J'ai expliqué que Monique avait imputé sa propre chirurgie plastique de vanité au compte corporatif sous la catégorie de consultation d'images de marque exécutive et bien-être des employés. Monique a commencé à pleurer bruyamment, son visage devenant une teinte cramoisie tachetée. Elle a crié qu'elle avait besoin de ces procédures pour maintenir le visage public de sa marque de mode. Elle a hurlé que je ruinais complètement sa vie parce que j'étais jalouse de sa beauté et de son succès. Je l'ai regardée avec une expression complètement vide. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun succès réel dont être jalouse parce que tout ce qu'elle possédait était volé à la grand-mère qu'elle avait refusé d'emmener à l'hôpital. Je lui ai dit qu'elle n'était rien d'autre qu'une coquille creuse enveloppée dans des vêtements de créateurs volés. J'ai dit aux officiers que détourner des fonds d'une société holding corporative était certainement un problème civil grave, mais mentir sur ces fonds sur les déclarations fiscales fédérales élevait la situation à un crime fédéral massif. J'ai ouvert un document final sur l'écran. Il portait le sceau officiel de l'Internal Revenue Service. J'ai expliqué que quand j'avais gelé les comptes tôt ce matin, j'avais aussi soumis un rapport de lanceur d'alerte complet aux autorités fédérales contenant chaque reçu frauduleux et facture fictive.
J'ai lu le texte en gras en haut de la lettre confirmant qu'un audit fiscal fédéral agressif et immédiat avait déjà été officiellement initié contre la boutique de Monique. Le poids du mot audit a frappé la pièce comme une onde de choc physique. Monique a laissé échapper un cri à glacer le sang de pur désespoir. Ses jambes ont complètement cédé et elle s'est effondrée lourdement dans une chaise d'accent en velours moelleuse. Elle a enfoui son visage dans ses mains, sanglotant hystériquement et criant mon nom. Elle a gémi qu'elle allait perdre sa maison, sa voiture et toute sa position sociale. Elle a pleuré qu'elle préférerait mourir que d'aller en prison fédérale. Les officiers ont regardé son effondrement complet avec un dégoût absolu. Ils ne regardaient plus une mondaine suburbaine riche. Ils regardaient une criminelle commune pathétique qui avait enfin été prise. J'ai fermé le tableau, laissant la notification d'audit fédéral briller brillamment sur l'écran. J'ai tourné mon attention loin de ma sœur en pleurs et ai regardé directement Bryce. J'ai souri d'un sourire froid et vide et lui ai dit que c'était enfin son tour d'affronter la musique. Bryce a complètement perdu la fraction minuscule de sang-froid qui lui restait. La posture arrogante et confiante qu'il avait portée dans la salle à manger avait complètement disparu, remplacée par l'énergie frénétique d'un animal acculé. Il a fait un pas agressif soudain vers la cheminée, ses yeux verrouillés sur le cordon d'alimentation noir épais pendant derrière l'écran de télévision massive. Il a marmonné quelque chose d'incompréhensible et s'est élancé en avant, atteignant désespérément ses mains pour débrancher physiquement la télévision et plonger la pièce dans l'obscurité. Il croyait sincèrement que s'il pouvait juste éteindre le moniteur brillant, les preuves numériques de ses crimes disparaîtraient magiquement. Il n'a même pas fait la moitié du chemin jusqu'à la cheminée. L'officier de police principal a bougé avec une vitesse terrifiante, entrant directement dans le chemin de Bryce et plantant ses lourdes bottes fermement sur le parquet. L'officier a tendu sa main à plat contre la poitrine de Bryce, arrêtant complètement son élan en avant. Il a ordonné à Bryce de reculer immédiatement et de garder ses mains complètement visibles. L'officier l'a averti d'une voix basse et dangereuse que toute tentative de détruire des preuves ou d'interférer avec une enquête active entraînerait une contrainte physique immédiate. Bryce a trébuché en arrière, sa poitrine se soulevant alors qu'il fixait l'officier dans un disbelief absolu. Il a levé ses mains dans un geste faible et défensif, bégayant que la présentation était complètement fabriquée et que je violais sa vie privée corporative. J'ai ignoré ses gémissements pathétiques et ai tourné mon attention à nouveau vers le clavier. J'ai effacé la notification d'audit fiscal fédéral de l'écran et ouvert un nouveau répertoire crypté. Ce dossier était étiqueté avec le nom de la firme immobilière de luxe soi-disant prestigieuse de Bryce. L'écran de télévision s'est illuminé avec des dizaines de tableaux organisationnels complexes et de tableaux de feuilles de calcul bancaires interconnectés. J'ai regardé les officiers et expliqué que Bryce adorait se présenter comme un maître financier brillant et autodidacte. Je leur ai dit qu'il me faisait constamment la leçon sur le flux de trésorerie et la gestion des risques pendant qu'il conduisait des voitures de sport de luxe achetées avec l'argent de ma grand-mère. Mais la vérité était que toute son entreprise était une illusion prédatrice massive construite entièrement sur le détournement systématique. J'ai ouvert la première feuille de calcul mettant en évidence une longue liste de factures d'entretien de propriété couvrant les 3 dernières années. J'ai expliqué que Nana Ruby possédait des douzaines de propriétés commerciales à travers l'État et que Bryce avait généreusement proposé que sa firme gère les réparations de contracteurs routinières et les mises à niveau des installations. J'ai sélectionné une facture spécifique pour un remplacement de toit sur un grand entrepôt commercial en centre-ville d'Atlanta. La facture soumise par la firme de Bryce et payée par la société holding de ma grand-mère était pour exactement 150 000 $. J'ai ensuite sorti l'estimation réelle de la compagnie de toiture locale qui avait effectué le travail physique. Leur facture totale était seulement de 30 000 $. Hélène a halté bruyamment, fixant l'écran alors que l'écart massif devenait glaringement évident. J'ai tracé le chemin numérique des 120 000 $ manquants. J'ai montré aux officiers comment les fonds avaient été canalisés hors de la société holding et transférés dans un compte vendeur externe. J'ai ouvert le registre corporatif pour ce vendeur spécifique, révélant que ce n'était pas du tout une compagnie de construction. C'était une société écran anonyme à responsabilité limitée enregistrée à une boîte postale au Delaware. J'ai cliqué à travers une autre douzaine d'exemples identiques. Il y avait des mises à niveau de plomberie fausses, des réparations électriques fantômes et des factures d'aménagement paysager complètement fabriquées, toutes systématiquement approuvées par Bryce et payées par la succession de ma grand-mère. J'ai montré à la police comment l'argent était blanchi à travers un réseau complexe de 7 sociétés écrans différentes, spécifiquement conçues pour confondre les auditeurs fiscaux basiques et cacher la vraie destination du capital volé. Bryce a commencé à trembler visiblement,
son visage devenant une teinte gris maladive alors qu'il me regardait démanteler son entreprise criminelle entière étape par étape. Il a essayé de dire à la police que c'était des frais de majoration administrative standard courant dans l'industrie immobilière. L'officier principal a juste fixé, secouant la tête dans un dégoût absolu. Je leur ai dit que les frais administratifs ne sont pas blanchis à travers sept comptes anonymes différents avant d'atterrir directement dans un portefeuille bancaire offshore privé. J'ai initié la séquence de traçage finale sur mon logiciel médico-légal. Une ligne rouge brillante a tracé l'argent volé des sociétés écrans du Delaware directement vers une institution bancaire internationale située aux îles Caïmans. Le compte était enregistré sous une fiducie de holding privé, mais le bénéficiaire principal listé était Bryce. Le montant total de capital volé affiché en chiffres gras et brillants au centre même de l'écran. C'était une somme absolument stupéfiante. Il avait systématiquement drainé les comptes de ma grand-mère pendant des années, trahissant la confiance de la femme qui lui avait tout donné. Terence, qui était assis calmement à la table de la salle à manger, s'est soudain levé, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Il a fixé les chiffres brillants sur l'écran, son visage se contorsionnant en une expression de trahison profonde. Il a crié à Bryce, exigeant de savoir si c'était vrai. Terence avait passé des années à regarder Bryce de haut, essayant désespérément d'imiter son style de vie arrogant de gars de la finance, pendant que Bryce gardait secrètement des millions de dollars volés. Terence a crié que sa propre voiture venait juste d'être reprise pour quelques paiements de bail manqués pendant que Bryce était assis sur une fortune offshore secrète volée directement à leur propre famille. Bryce a refusé de regarder Terence ou quiconque dans la pièce. Il a fixé fermement le sol, sa poitrine se levant et tombant dans des respirations paniquées rapides. Il était complètement piégé et il savait que les détectives de crime en col blanc auraient une journée de chant avec les preuves numériques impeccables que je venais de leur tendre sur un plateau d'argent. J'ai regardé l'officier principal qui était déjà en train de décrocher la radio de sa ceinture de service, ses yeux verrouillés sur l'homme terrifié debout devant lui. J'ai marché lentement autour de la table basse et me suis arrêté à quelques pieds de mon beau-frère. Je lui ai offert un sourire poli et froid, gardant ma voix parfaitement égale pour m'assurer que chaque mot résonnait clairement dans la pièce silencieuse. Tu adorais me dire de me débrouiller, Bryce. Tu m'as dit que c'était ma propre faute pour avoir une mauvaise gestion des risques. Et tu m'as dit de me débrouiller toute seule. Alors, j'ai fait exactement ce que tu as demandé. J'ai découvert exactement où tu as caché les 1,2 million de dollars que tu as volés à une vieille dame. J'ai gardé mes yeux verrouillés sur Bryce, laissant le silence absolu de la pièce amplifier le poids de mes mots. J'ai tendu la main vers le clavier d'ordinateur portable reposant sur la table basse en chêne et ai appuyé sur la touche Entrée une dernière fois. L'écran de télévision massif de 85 pouces a flashé un blanc brillant avant de se poser sur un nouveau document numérique. C'était un reçu de virement international complet avec des numéros de suivi fédéraux et des codes bancaires cryptés. J'ai lu les numéros à voix haute, m'assurant que les officiers de police attrapaient chaque syllabe de la vérité dévastatrice. Le document montrait un virement automatisé direct de exactement 1,2 million de dollars de la société écran anonyme du Delaware directement dans une institution bancaire privée située aux îles Caïmans Grands. J'ai expliqué que le compte offshore était conçu pour être complètement protégé par les lois de confidentialité internationale. Mais Bryce avait fait une erreur arrogante et fatale incroyablement. Il avait stupidement lié la fiducie corporative offshore directement à sa propre adresse email sécurisée personnelle afin de recevoir des mises à jour de soldes mensuelles automatisées sur son smartphone. J'ai sorti l'autorisation de subpénat numérique, montrant exactement comment mon logiciel médico-légal avait légalement intercepté ces reçus bancaires automatisés. L'écran de télévision s'est divisé en deux, affichant maintenant un relevé bancaire numérique net et propre des îles Caïmans, juste à côté du virement. Le nom légal complet de Bryce était assis juste en haut du relevé, clairement listé comme le seul bénéficiaire désigné de la fiducie offshore. Bryce a laissé échapper un son faible et pathétique qui ressemblait exactement à un ballon qui se dégonfle. Il a trébuché en arrière, ses chaussures en cuir chair glissant légèrement sur le parquet poli jusqu'à ce que son dos heurte le papier peint en velours chair du salon formel. Il a levé ses mains tremblantes en l'air et a essayé frénétiquement de dire aux officiers de police que l'argent offshore était un bonus exécutif légalement autorisé que ma grand-mère avait personnellement approuvé. Il a bégayé sur ces mots, affirmant que c'était un forfait de compensation différé standard incroyablement courant pour les développeurs immobiliers de haut niveau qui géraient des portefeuilles commerciaux massifs. J'ai regardé Nana Ruby, qui était encore assise confortablement dans son fauteuil en velours, baignée dans la lumière chaude du feu crépitant.
Je lui ai demandé d'une voix calme et respectueuse si elle avait jamais autorisé un bonus exécutif offshore d'1 million de dollars pour un homme qui ne pouvait même pas gérer correctement une simple réparation de toit sur un entrepôt commercial. Nana Ruby a secoué lentement la tête, son expression complètement dépourvue de toute sympathie. Elle a déclaré bruyamment et clairement qu'elle ne lui avait jamais donné la permission de prendre un seul centime au-delà de ses frais de gestion prédéterminés standards. Elle a regardé directement l'officier de police principal et lui a dit qu'elle voulait porter des accusations criminelles complètes pour chaque dollar volé caché dans ce compte offshore. L'officier principal n'avait pas besoin d'entendre un autre mot. Le volume pur de preuves numériques impeccables projetées sur l'écran de télévision massive était complètement indéniable. C'était un cas classique de détournement corporatif et de fraude par virement international enveloppé avec un joli petit nœud numérique. L'officier principal a fait un pas délibéré en arrière et a décroché la lourde radio de police noire de sa ceinture de service en cuir. Il a appuyé sur le bouton de transmission et a parlé dans un code professionnel rapide qui a immédiatement brisé la tension restante dans la pièce. Il a demandé des unités de renfort immédiates pour sécuriser le périmètre de la maison suburbaine aisée, déclarant qu'ils avaient un risque de fuite grave sur les mains. Il a ensuite explicitement demandé à l'opérateur de police de contacter la division des crimes financiers du comté et de demander la présence immédiate de détectives de crime en col blanc. Il a déclaré clairement sur le canal radio ouvert qu'ils avaient un suspect principal sécurisé sur la scène pour un cas de fraude internationale de plusieurs millions de dollars. Le craquement sec de l'opérateur de radio confirmant la demande de renfort a résonné bruyamment dans la salle à manger silencieuse, scellant complètement le destin de Bryce. Bryce a complètement perdu la tête. Il a dirigé ses yeux terrifiés vers la lourde porte d'entrée en bois, calculant frénétiquement la distance physique jusqu'à sa voiture de sport de luxe garée dans l'allée circulaire. Mais le deuxième officier de police bougeait déjà, anticipant la panique. L'officier a déplacé son poids, bloquant la sortie principale avec ses larges épaules et reposant sa main fermement sur son arme de service. Bryce a tourné, regardant désespérément sa femme pour toutes sortes de saluts. Il a supplié Monique d'appeler ses avocats corporatifs haut de gamme et de leur dire de déposer une injonction d'urgence pour geler les actifs avant que la police puisse légalement confisquer les comptes offshore. Mais Monique était complètement inutile pour lui. Elle était encore affalée lourdement dans la chaise d'accent en velours, pleurant incontrôlablement sur son audit fiscal fédéral à venir et sa réputation de créateur ruiné. Elle n'a même pas levé les yeux quand son mari a supplié pour son aide, préférant se noyer dans sa propre misère pathétique. Terence a avancé de la salle à manger, ses poings serrés si fort que ses articulations ont tourné entièrement blanches. Il a regardé Bryce avec un venin absolu brûlant dans ses yeux. Il a crié à Bryce, l'appelant un lâche pathétique qui avait volé des millions à une vieille femme tout en prétendant être un millionnaire brillant et autodidacte. Ma mère, Hélène, est restée complètement figée près de la table de la salle à manger, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement. Elle a enfin réalisé que l'homme qu'elle avait loué pendant des années, le golden beau-fils qu'elle me comparait constamment, était la seule raison pour laquelle son empire faux entier s'effondrait autour d'elle. Elle avait arrogamment essayé de me piéger pour abus sur personne âgée. Mais elle avait en fait invité la police directement au centre d'une conspiration criminelle massive orchestrée par son propre membre de famille préféré. Les lumières rouges et bleues clignotantes des voitures de police dehors ont soudainement multiplié, illuminant le salon sombre avec des éclats intenses et brillants à travers les lourds rideaux. Plus de véhicules de police arrivaient, accélérant la longue allée pour sécuriser complètement la propriété riche. L'officier principal a clipsé sa radio à nouveau sur sa ceinture et a fait 2 pas délibérés vers Bryce. Il a décroché les lourdes menottes en métal de sa ceinture et les a laissées pendre, attrapant la lumière brillante du lustre en cristal au-dessus. Bryce a commencé à reculer, secouant la tête d'avant en arrière, chuchotant frénétiquement que c'était tout un énorme malentendu et qu'il pouvait rembourser tout l'argent. L'officier principal n'a pas ralenti. Il a fermé la distance physique entre eux, tendant la main et attrapant le bras de Bryce avec une poigne de fer incassable. Il a tourné l'arrogant gars de la finance, pressant son visage fermement contre le mur cher du salon. « Monsieur, placez vos mains derrière votre dos », a commandé l'officier, sa voix résonnant avec une autorité absolue. « Vous êtes en état d'arrestation pour vol grave, fraude par virement et falsification de crimes graves. » Les lourdes menottes en acier ont cliqué sèchement autour du poignet de Bryce, finalisant complètement sa chute spectaculaire. Le son métallique a résonné à travers le salon formel, scellant le destin de l'arrogant gars de la finance qui avait passé des années à moquer mon emploi corporatif. Bryce a laissé échapper un son guttural de pur disbelief. Il a tordu faiblement ses épaules contre la poigne de l'officier, mais il était complètement impuissant.
Sa veste de costume sur mesure chère s'est entassée maladroitement autour de son cou alors que l'officier principal l'a palpé expertement pour des armes cachées ou de la contrebande. L'officier principal a saisi fermement l'épaule de Bryce et a commencé à réciter ses droits Miranda, les mots familiers résonnant étrangement dans le salon formel opulent. « Vous avez le droit de garder le silence », a déclaré l'officier d'une voix entièrement dépourvue de toute sympathie. Bryce n'a clairement pas compris ce droit parce qu'il a immédiatement commencé à babiller incontrôlablement. Il a jeté sa propre femme directement sous le bus, affirmant que Monique l'avait forcé à voler l'argent pour financer sa boutique de détail en échec et ses habitudes ridicules de shopping de luxe. Il a dit aux officiers que s'ils vérifiaient les relevés de carte de crédit, ils verraient qu'il n'était qu'un mari désespéré essayant de garder sa femme exigeante heureuse. Monique a entendu chaque mot de sa trahison pathétique. Elle a arrêté ses gémissements hystériques juste assez longtemps pour hurler une série d'insultes vicieuses à l'homme qu'elle avait épousé. Elle s'est relevée du tapis perçant. Sa robe de créateur complètement ruinait son visage, un gâchis de maquillage cher étalé. Elle a pointé son doigt vers Bryce, criant qu'il était un menteur manipulateur et qu'il lui avait promis que l'argent était entièrement propre. Elle a dit à la police qu'elle n'avait absolument rien à voir avec les comptes offshore des îles Caïmans et qu'elle témoignerait volontiers contre lui en cour fédérale si cela signifiait garder sa propre liberté. Regarder les deux se retourner instantanément l'un contre l'autre comme des animaux affamés était l'affichage le plus satisfaisant de justice poétique que j'aurais jamais pu imaginer. Ils avaient construit tout leur mariage sur une fondation de richesse volée, et la seconde où cette richesse avait été arrachée, leur loyauté s'était complètement évaporée. Les officiers ont complètement ignoré leur argument marital vicieux. Ils avaient vu ce scénario exact se dérouler une centaine de fois auparavant avec des criminels riches qui réalisaient soudain que leur argent ne pouvait plus les acheter hors d'une cellule de béton. L'officier principal a donné un hochement de tête à son partenaire et ils ont commencé à marcher Bryce vers le foyer expansif. Bryce a traîné les pieds, ses chaussures en cuir sur mesure et raflant les sols en marbre italien impeccable. Il a regardé en arrière vers moi, ses yeux grands avec un mélange de haine absolue et de terreur profonde. Il a enfin réalisé que la développeuse logicielle Cam qu'il avait constamment rabaissée était l'architecte absolu de sa destruction totale. Je lui ai offert un très petit sourire très froid et lui ai donné un seul hochement de tête poli d'adieu. Alors que la lourde porte d'entrée en chaîne s'ouvrait, révélant les sèmes de voitures de police clignotantes attendant dans l'allée circulaire, ma mère, Hélène, a complètement perdu la tête. Elle a regardé son golden beau-fils être poussé dehors dans l'air froid de la nuit, et elle a réalisé que son empire faux entier sortait par la porte avec lui. Elle savait que les enquêteurs fédéraux ne s'arrêteraient pas à Bryce. Ils subpéneraient chaque relevé bancaire connecté à Ruby Holdings. Ils trouveraient le pot de vin de $10 000 qu'elle avait payé au médecin déshonoré. Ils découvriraient le conservatisme d'urgence frauduleux et le salaire fictif de gestion de propriété exécutive qu'elle avait collecté pendant des décennies. Sa persona de royauté suburbaine méticuleusement fabriquée se dissolvait rapidement en une accusation fédérale terrifiante. Hélène s'est élancée en avant son chemisier en soie chère, attrapant les lumières de police clignotantes brillantes de la porte ouverte. Elle n'a pas couru vers moi ou les officiers sortants. Elle a couru directement vers la cheminée où Nana Ruby était assise. Ma mère est tombée lourdement à genoux, l'impact soudain et violent claquant bruyamment contre le parquet poli. Elle a tendu des mains tremblantes et a attrapé la coudoir du fauteuil en velours de ma grand-mère. Des larmes coulaient sur son visage, ruinant complètement son maquillage parfait. Mais cette fois, les larmes étaient entièrement sincères. Elles étaient nées d'une terreur brute absolue et de la réalisation écrasante soudaine de son propre doom imminent. « Maman, s'il te plaît », Hélène a crié, sa voix craquant en un gémissement au perché et désespéré. « S'il te plaît, ne les laisse pas faire ça. Ils sont ta famille. Bryce est le père de tes petits-enfants. Monique est ta propre chair et sang. Tu ne peux pas juste les laisser le traîner comme un criminel de rue commun. Dis à la police que c'était un malentendu. Dis-leur que tu as autorisé ces transferts offshore comme un bonus exécutif spécial. Dis-leur que tu as oublié les transactions à cause de ton âge avancé. S'il te plaît, maman, dis-leur juste que c'était une grosse erreur et je promets que nous arrangerons tout. Ma mère suppliait littéralement sa propre mère de mentir aux forces de l'ordre fédéral pour couvrir un schéma de détournement de plusieurs millions de dollars. Elle demandait à la femme âgée qu'elle avait essayé de faussement emprisonner dans un conservatisme médical juste une heure plus tôt de sacrifier sa propre dignité et position légale pour sauver les traits criminels qu'il avait volés aveuglément. J'ai regardé Hélène sangloter à genoux complètement dépouillée de son arrogance de country club. Je n'ai ressenti aucune pitié pour elle.
Elle avait passé 35 ans à me faire sentir comme une outsider sans valeur dans ma propre maison d'enfance. Et maintenant elle suppliait pour le salut des 13 gens qu'elle avait continuellement jetés et abusés. Le deuxième officier de police, qui était resté à l'intérieur pour sécuriser la scène, a avancé, ayant l'intention de tirer gentiment ma mère loin de la femme âgée qu'elle harcelait activement. J'ai levé ma main, faisant un léger geste pour que l'officier attende juste un moment. Je voulais que ma mère entende son jugement final, pas de la police ou de moi, mais de la femme dont l'amour inconditionnel elle avait si profondément et violemment exploité. Nana Ruby était restée complètement silencieuse tout au long de l'arrestation chaotique entière. Elle avait simplement tendu la main vers la petite table antique à côté de sa chaise et avait pris un grand verre en cristal de thé glacé sucré. Elle l'avait siroté calmement, regardant l'effondrement spectaculaire de ses descendants cupides avec l'intérêt calme et détaché de quelqu'un regardant une pièce de théâtre prévisible. Alors qu'Hélène sanglotait incontrôlablement à ses pieds, suppliant pour un mensonge miraculeux pour les sauver tous, Nana Ruby a lentement baissé son verre. Les cubes de glace ont teinté doucement contre le cristal cher. Elle a replacé le verre sur la table antique avec un soin délibéré, s'assurant de ne pas laisser une trace d'eau sur le bois poli. Puis elle a placé ses mains délicates sur les accoudoirs du fauteuil en velours et s'est lentement poussée vers le haut. Elle s'est tenue incroyablement grande, sa posture parfaitement droite, rayonnant une autorité de commandement absolue qui a instantanément rempli chaque coin de la pièce massive. Elle ne s'est pas appuyée sur sa canne en bois. Toute la salle à manger formelle est tombée complètement et totalement morte silencieuse. Même Monique a arrêté ses cris hystériques, retenant son souffle alors que Nana Ruby baissait les yeux vers la fille agenouillée pathétiquement devant elle. Nana Ruby a baissé les yeux vers sa fille. Hélène était encore agenouillée sur le parquet, son visage taché de larmes levant les yeux avec un désespoir pathétique. Pendant toute ma vie, j'avais regardé ma grand-mère rester silencieuse en arrière-plan, laissant ma mère et ma sœur diriger la famille avec leurs règles toxiques et leur vanité superficielle. Mais la femme debout au centre du salon ce soir n'était pas la grand-mère calme et fragile qu'elle pensait connaître. Elle était la matriarche absolue d'un empire massif, et elle apportait enfin le lourd marteau de la justice. Nana Ruby a parlé et sa voix a résonné avec un pouvoir profond et résonnant qui a fait vibrer le lustre en cristal au-dessus de nos têtes. Elle a dit à Hélène d'arrêter de pleurer et de se lever du sol parce qu'elle se ridiculisait devant les autorités. Hélène a tressailli au ton incroyablement dur, mais elle s'est lentement relevée en trébuchant, essuyant son maquillage ruiné avec le dos de sa main tremblante. Nana Ruby ne lui a pas offert un mouchoir ou une étreinte réconfortante. Elle a juste fixé sa fille aînée avec une indifférence glaciale absolue. Elle a dit à Hélène que pendant des décennies elle avait silencieusement financé leur style de vie luxueux ridicule, espérant que la stabilité financière les rendrait finalement des êtres humains décents et attentionnés. Elle a expliqué comment elle les avait regardés utiliser son argent durement gagné pour acheter des voitures chères et des vêtements de créateurs pendant qu'ils aliénaient simultanément la seule fille qui possédait réellement une boussole morale forte. Elle a dit qu'elle les avait regardés me traiter comme une outsider sans valeur simplement parce que j'avais choisi de construire ma propre vie indépendante au lieu de vivre des aides corporatives volées. Puis Nana Ruby a fait un pas lent et délibéré en avant, fermant la distance physique entre elle et ma mère terrifiée. Elle a baissé légèrement sa voix, mais chaque mot portait le poids lourd écrasant d'un juge prononçant une sentence finale non appelable. Hier matin, j'avais juste besoin d'un trajet simple à l'hôpital, a dit Nana Ruby, ses yeux sombres se verrouillant sur le visage paniqué d'Hélène. Ma voiture était au garage, et j'avais juste besoin que quelqu'un dans cette famille consacre 20 minutes de sa journée pour aider une vieille femme. Nana Ruby a fait une pause, laissant le lourd souvenir de cet appel téléphonique cruel flotter dans la pièce complètement silencieuse. Elle leur a rappelé comment Bryce avait ri arrogamment à ses dépens. Elle leur a rappelé comment Monique s'était plainte amèrement d'être interrompue pendant son brunch au country club. Et elle a rappelé à Hélène les mots vicieux exacts qu'elle avait utilisés juste avant de raccrocher le téléphone. Tu as dit à Charmaine de se débrouiller. Nana Ruby a continué, sa voix devenant plus froide et plus tranchante à chaque seconde qui passait. Tu lui as dit que j'étais un lourd fardeau et que ma santé n'était pas ton problème parce que tu étais trop occupé à boire du champagne cher et à prétendre être riche. Hélène a secoué la tête frénétiquement en essayant de formuler une excuse pathétique, mais les mots sont morts complètement dans sa gorge. Nana Ruby s'est tenue encore plus grande, ses épaules complètement carrées, rayonnant un pouvoir absolu. Eh bien, Charmaine s'est débrouillée, a-t-elle déclaré fièrement en me regardant avec une affection profonde. Elle a découvert comment sécuriser complètement mon héritage, et elle a découvert comment démanteler le tien de façon permanente. Nana Ruby a tourné son regard intense loin d'Hélène et a regardé Terence, qui était encore assis figé à la table de la salle à manger, puis Monique,
qui se recroquevillait encore dans la chaise d'accent en velours. Elle leur a dit que la simple demande de trajet hier matin était le test final. C'était la mesure ultime et définitive de leur vrai caractère. Elle a révélé que si même un seul d'entre eux avait offert de manquer leur brunch ou de mettre en pause leur ridicule voyage de shopping pour l'emmener chez le médecin, ils auraient hérité de leur juste part d'un empire immobilier commercial de 45 millions de dollars. Ce nombre astronomique a atterri dans le salon silencieux comme une bombe physique. 45 millions de dollars. L'ampleur pure de l'immense richesse qu'ils venaient juste de perdre a complètement brisé quels que soient les fragments fragiles de santé mentale que ma famille possédait encore. Hélène a laissé échapper un halètement étranglé et essoufflé, ses genoux fléchissant légèrement alors que la réalité dévastatrice de sa propre stupidité monumentale la submergeait enfin. Elle avait jeté de façon permanente une vie entière de richesse générationnelle absolue, tout parce qu'elle ne pouvait pas se donner la peine de manquer une seule heure de commérage au country club. Monique a laissé échapper un autre gémissement fort et agonisant, réalisant que son rêve de toute une vie d'être une vraie mondaine riche était maintenant définitivement mort et enterré. Terence a enfoui son visage dans ses grandes mains, complètement submergé par les conséquences écrasantes de son propre droit paresseux. Ils avaient échangé une fortune massive contre quelques moments fugaces d'égoïsme arrogant et de cruauté mesquine. Nana Ruby a regardé les trois, son expression complètement dépourvue de toute affection familiale restante ou pitié persistante. Elle leur a dit qu'ils avaient complètement et totalement échoué au test. Elle a déclaré que leur cupidité implacable et leur indifférence cruelle avaient enfin tranché les tout derniers liens de sang qui les liaient ensemble. À partir de ce moment exact en avant, a annoncé Nana Ruby d'une voix résonnant avec une finalité absolue et indéniable. Charmaine est ma seule famille. Le reste de vous est complètement mort pour moi. La finalité absolue de ces mots a flotté lourdement dans l'air. Une vérité profonde et dévastatrice qu'aucune quantité de fausses larmes ou d'excuses désespérées ne pourrait jamais possiblement défaire. Les officiers de police qui étaient restés silencieusement près de la porte d'entrée ont regardé l'incroyable scène avec un respect calme, reconnaissant la justice poétique profonde du moment. Ils avaient déjà leur suspect principal en garde à vue et les membres de famille toxiques restants étaient complètement brisés spirituellement. Mais la nuit n'était pas encore tout à fait terminée. L'audit financier médico-légal et l'arrestation criminelle dramatique n'étaient que les premières phases initiales du plan ultime de ma grand-mère. Je suis retourné à la lourde table basse en chêne où mon ordinateur portable de travail professionnel projetait encore les preuves numériques sur l'écran de télévision massive. J'ai tendu la main et ai pris ma mallette en cuir structuré. J'ai fait sauter les fermoirs en laiton, le clic métallique sec attirant immédiatement l'attention terrifiée de ma mère, ma sœur et mon frère. J'ai plongé une dernière fois dans l'intérieur sombre de la mallette. J'ai sorti une pile très épaisse et lourde de papiers Lego fraîchement imprimés. J'ai fermé la mallette et ai marché lentement autour de la table basse, entrant directement au centre de la pièce familiale ruinée. J'ai regardé Hélène, Terence et Monique, et j'ai commencé à distribuer les documents. J'ai placé le premier paquet de papier légal épais directement dans les mains tremblantes de ma mère. Hélène a baissé les yeux vers le texte noir cru, ses yeux grands et complètement incompréhensifs. J'ai marché vers la chaise d'accent en velours et ai laissé tomber le deuxième paquet sur les genoux de Monique. Elle n'a même pas essayé de le ramasser, mais l'a juste fixé comme si c'était un serpent venimeux. Enfin, j'ai marché vers la table de la salle à manger et ai glissé le dernier paquet à travers le bois en acajou poli jusqu'à ce qu'il heurte doucement les mains pliées de Terran. Je me suis reculé et suis resté parfaitement droite, attendant qu'il lise vraiment le texte en gras en haut des pages. Terence a été le premier à comprendre. Il a ramassé les documents, ses grandes mains tremblant légèrement. Il a lu les premières lignes et la couleur restante s'est complètement drainée de son visage, le laissant pâle et profondément malade. Il a levé les yeux vers moi, sa voix un murmure brisé et rauque. Il a dit que c'était un avis officiel de 30 jours pour quitter les lieux. Il m'a demandé comment je pouvais possiblement l'expulser de son propre condominium de luxe en centre-ville. Je lui ai répondu avec un calme absolu. Je lui ai dit qu'il ne possédait pas réellement ce condominium cher. J'ai expliqué que Ruby Holdings avait acheté la propriété il y a 5 ans et avait tranquillement payé l'hypothèque, les taxes foncières et les frais d'entretien mensuels exorbitants pendant qu'il prétendait être un célibataire indépendant hautement réussi. Je lui ai dit que puisque la société holding était maintenant dissoute et absorbée dans ma fiducie irrévocable, j'étais officiellement son nouveau propriétaire, et en tant que propriétaire, je terminais formellement sa résidence mois à mois effective immédiatement. Je lui ai dit qu'il avait exactement 30 jours pour emballer ses baskets chères et ses vêtements de créateur et trouver un nouvel endroit où vivre entièrement avec son propre argent. Hélène a laissé échapper un halètement tranchant et terrifié.
Elle a baissé les yeux vers son propre paquet de papier, lisant enfin le texte légal lourd. Elle a regardé autour de son salon massif et opulent, fixant les lustres en cristal, les tapis persans chers et la cheminée construite sur mesure. Elle a bégayé que cette maison était sa maison et qu'elle y vivait depuis des décennies en recevant tous ses amis du country club riche. Elle m'a dit que je ne pouvais pas légalement jeter ma propre mère à la rue. Je lui ai rappelé qu'elle venait juste d'essayer de jeter sa propre mère âgée dans un conservatisme médical restrictif juste pour voler son argent. Je lui ai dit qu'elle ne possédait pas non plus cette maison coloniale étendue. La succession la possédait et je la liquidais maintenant l'actif. Je lui ai dit qu'elle avait 30 jours pour emballer sa porcelaine chère et trouver un petit appartement abordable. Je lui ai suggéré de demander à ses amis du country club si elle pouvait dormir sur leur canapé, mais nous savions tous les deux que ces amitiés superficielles s'évaporeraient la seconde où il réaliserait qu'elle était complètement fauchée. Monique a enfin ramassé ses papiers de ses genoux. Son avis d'expulsion était légèrement différent. J'ai expliqué qu'elle ne perdait pas seulement sa maison résidentielle, elle perdait son espace commercial de détail. Je lui ai dit que le bail de vitrine premium pour sa boutique en échec était officiellement terminé. Je lui ai rappelé que l'Internal Revenu Service saisirait probablement tout inventaire restant de toute façon pour couvrir ses pénalités massives de fraude fiscale. Je lui ai dit qu'elle avait 30 jours pour vider le magasin avant que les serrures soient légalement changées et que la propriété soit placée sur le marché immobilier commercial. La totalité absolue pure de leur destruction s'est installée sur la pièce comme une lourde couverture suffocante. Ils étaient complètement dépouillés de leur fausse richesse, de leur fierté arrogante et de leur fausse identité. Ils avaient passé toute leur vie à traiter les gens comme des ordures parce qu'ils croyaient que leur argent les rendait intouchables. Mais l'argent n'avait jamais été le leur pour commencer. C'était toujours une illusion financée par la grâce silencieuse d'une femme qu'ils avaient finalement abandonnée. Dehors la lourde porte d'entrée, la situation avec Bryce a atteint sa conclusion pathétique finale. Les lumières rouges et bleues clignotantes ont peint les murs du salon alors que les officiers de police guidaient fermement mon beau-frère le long du chemin de briques. J'ai marché vers la grande fenêtre en bas et tiré les lourds rideaux en velours juste à temps pour voir l'officier principal presser Bryce dans le siège arrière de la voiture de police. La lourde porte a claqué, le scellant à l'intérieur de la cage sécurisée étroite. Quelques secondes plus tard, la voiture de police s'est éloignée de l'allée circulaire, les pneus crissant bruyamment sur le gravier. Le golden boy de la famille, l'arrogant gars de la finance qui leur avait promis une richesse et une protection sans fin, était traîné vers une cellule de détention fédérale. Les lumières clignotantes ont lentement disparu dans la rue suburbaine riche, laissant la grande maison dans un silence complet. Les officiers de police restants, qui étaient restés à l'intérieur pour observer la situation, ont silencieusement hoché la tête vers moi et se sont vus sortir par la porte d'entrée, la fermant doucement derrière eux. Ils savaient que leur travail ici était complètement terminé. La vraie justice avait déjà été servie. Je me suis détourné de la fenêtre et ai regardé à nouveau ma famille. Hélène était assise sur le sol, pleurant silencieusement dans ses mains, pleurant la perte de sa piscine chauffée et de son faux statut social. Monique était recroquevillée en une boule serrée sur la chaise en velours, se balançant d'avant en arrière dans un désespoir absolu. Terence fixait encore le vide au mur, réalisant qu'il allait devenir un homme sans abri et sans emploi sans voiture. Je n'ai ressenti aucune culpabilité en regardant leur vie brisée. Je n'ai ressenti aucune obligation persistante à les sauver ou les réconforter. Les blessures qu'il m'avait infligées dans cette chambre d'enfance bleu pâle étaient enfin fermées. Je suis allé vers Nana Ruby, lui ai offert mon bras, et l'ai doucement aidé à se lever du fauteuil en velours. Il était temps pour nous de les laisser seuls dans les ruines de l'Empire qu'ils avaient si avidement essayé de voler. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit explosive du lundi à Fairfield, et le silence dans ma vie a été absolument beau. La maison coloniale étendue avec sa chambre bleu pâle et sa piscine chauffée a été rapidement vendue à une charmante jeune famille qui l'apprécie vraiment. Je n'ai jamais regardé en arrière alors que je m'éloignais ce soir-là avec Nana Ruby assise paisiblement sur mon siège passager. Les retombées légales et financières subséquentes pour mes parents étaient rapides, complètement brutales et absolument, entièrement publiques. Bryce n'a pas réussi à obtenir un avocat corporatif haut de gamme pour le sauver magiquement de la prison fédérale. Sans la société holding de ma grand-mère payant ses frais légaux exorbitants, il a été assigné un défenseur public standard, qui l'a fortement exhorté à accepter un accord de plaidoyer. Il purge actuellement une peine de 5 ans dans un établissement correctionnel fédéral. Ses gilets sur mesure chers ont été définitivement remplacés par un uniforme kaki standard. J'ai entendu à travers la vigne légale qu'il passe ses journées à travailler dans la buanderie de la prison,
gagnant de simples 100 par heure, ce qui est une punition appropriée pour un homme qui a volé des millions de façon insensible. Il partage maintenant une petite cellule en béton avec des gens qui ne se soucient pas du tout de ses opinions financières arrogantes. Monique a fait face à une réalité légèrement différente mais tout aussi dévastatrice. L'audit fiscal fédéral a complètement démantelé sa fausse boutique de vanité en quelques semaines. L'Internal Revenu Service a systématiquement saisi tous ses actifs commerciaux, ses véhicules de luxe et même les sacs à main de créateurs importés qu'elle avait imputés illégalement. Pour éviter de purger une peine de prison pour évasion fiscale, elle a accepté un plan de restitution massif. La femme qui moquait autrefois mes vêtements pratiques et se vantait de ses voyages de shopping exclusifs travaille maintenant un emploi de vente au détail au salaire minimum dans un centre commercial suburbain local. Elle passe 40 heures par semaine à plier des pulls bon marché et à sonner des clients impatients juste pour payer sa dette massive au gouvernement fédéral. Ma mère, Hélène, a souffert de la mort sociale exacte qu'elle avait toujours profondément crainte. Quand je l'ai officiellement expulsée de la propriété coloniale, ses amis riches du country club ont disparu du jour au lendemain. Sans l'allocation exécutive mensuelle pour financer ses déjeuners chers et ses adhésions élites, elle a été complètement exilée du cercle de haute société qu'elle vénérait. Elle vit maintenant dans un petit appartement exigu d'une chambre située juste à côté d'une autoroute bruyante. Elle doit découper des coupons d'épicerie et prendre le bus public parce qu'elle ne peut plus se permettre de louer un véhicule de luxe. Elle se plaint constamment à son gestionnaire d'immeuble du bruit de l'autoroute, mais personne ne prête plus attention à ses exigences. Terence a été forcé de grandir enfin. Il a emménagé dans un petit studio bon marché et a pris un emploi exigeant comme gestionnaire de car dans un entrepôt de logistique local. Pour la première fois de toute sa vie, il doit payer ses propres factures et gagner sa vie sans compter sur le nom de famille de son grand-père. Je ne sais pas si la dose dure de réalité l'a humilié ou simplement rendu plus amer parce que je n'ai pas prononcé un seul mot à aucun d'eux depuis la nuit où je leur ai remis leurs avis d'expulsion. J'ai institué une limite stricte et absolue de non-contact. J'ai bloqué leur numéro de téléphone, filtré leurs adresses e-mail et instruit les avocats de la succession de rejeter immédiatement toute tentative de communication. La quantité pure de paix qui a inondé ma vie après avoir coupé ces liens toxiques est presque impossible à décrire. Je ne porte plus le poids lourd écrasant de leur désapprobation constante, et je n'ai plus à me rapetisser pour les faire sentir à l'aise. Au cours des 6 derniers mois, j'ai pleinement embrassé mon rôle de directrice générale de Ruby Holdings. En appliquant mon background en développement de logiciels et en analyse de données, j'ai restructuré le portefeuille immobilier commercial, rationalisant nos coûts opérationnels et identifiant des marchés d'investissement nouveaux hautement lucratifs. En moins d'un demi-an, j'ai réussi à doubler complètement les profits trimestriels de la fiducie. Mais nous n'avons pas juste accumulé la nouvelle richesse pour acheter des voitures chères ou des adhésions au country club. Le mois dernier, Nana Ruby et moi avons fièrement assisté à la grande ouverture du Ruby Center for Community Health en centre-ville d'Atlanta. C'est un centre communautaire entièrement financé de pointe dédié à fournir des dépistages médicaux gratuits, des cours d'alphabétisation financière et un plaidoyer légal pour les citoyens âgés vulnérables. Regarder ma grand-mère couper le ruban rouge brillant entouré de gens qui l'admirent et la respectent vraiment était le plus grand retour sur investissement que j'aurais jamais pu demander. Nana Ruby prospère. Elle est plus heureuse et plus vibrante que je ne l'ai jamais vue. Nous passons nos week-ends à explorer de nouveaux restaurants, à visiter des galeries d'art et à planifier des voyages internationaux ensemble. Le mois prochain, nous volons en première classe à Kyoto pour voir les cerisiers en fleurs, ce qui est un voyage qu'elle avait toujours voulu faire, mais reporté parce que ma mère affirmait que c'était un gaspillage de ressources familiales. La succession prospère, et nous aussi. En regardant en arrière les années froides et misérables que j'ai passées piégées dans cette maison, cherchant la validation de gens complètement incapables de m'aimer. J'ai réalisé que la plus grande prison dans laquelle nous vivons jamais est l'attente des membres de familles toxiques. Ils exigent une loyauté absolue tout en n'offrant rien d'autre que du manque de respect et des abus émotionnels en retour. Ils vous entraînent à accepter le minimum et vous font sentir coupable pour simplement exister. Mais vous n'avez pas à accepter le récit qu'ils ont écrit pour vous. Ne laissez jamais les membres de familles toxiques utiliser le mot loyauté pour vous enchaîner à leur manque de respect. S'ils refusent de faire de la place pour vous, achetez tout le bâtiment et expulsez-les. Vous tenez le stylo de votre propre histoire et vous avez le pouvoir absolu d'écrire un chapitre entièrement nouveau. Je veux entendre de tous ceux qui écoutent aujourd'hui. Avez-vous déjà dû couper des membres de famille toxiques pour protéger votre propre paix et stabilité financière? Faites-moi savoir vos histoires dans les commentaires ci-dessous parce que partager nos expériences aide à briser le cycle des abus.
S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires de fixation de limites et de reprise de votre pouvoir. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Souvenez-vous toujours que votre paix est votre richesse ultime et personne n'a le droit de vous la prendre.